Bonjour à tous, je suis en compagnie des Witch Games. Witch Games, c'est un collectif de joueuses qui dénoncent le sexisme. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, Witch Games, c'est quoi? Je vous laisse expliquer, parce que je le dis en une phrase et c'était un peu bateau, mais c'est quoi Witch Games? C'est un collectif qui débute sur base de faits divers qui étaient vécus par des joueuses et des streameuses, et notamment par une affaire qui a été fort médiatisée en Belgique, qui était l'affaire de Manon Nolita, qui est une streameuse belge. Et Charmaine voit le fait divers où Manon Nolita explique les difficultés de la prise en charge policière et judiciaire de ce qu'elle vit en termes de harcèlement. Et elle contacte Yod, et Yod lui dit que peut-être qu'en termes de jeux vidéo, ça pourrait être cool d'en parler avec Astis et moi. Et moi, je dis, le streaming et tout ça, j'y connais pas grand-chose, mais par contre, Sigrun, elle s'y connaît assez bien. Et puis, on finit par se retrouver toutes les quatre dans le jardin de chez Yod, et on commence à partager sur notre vécu commun par rapport aux jeux vidéo, en ayant chacune l'impression qu'on est isolé et responsable de ce qu'on vit. Et donc, on se dit... oui, moi je me suis fait traiter comme ceci ou comme cela dans telle ou telle partie. Et en fait, en mettant en commun nos vécus, on se rend compte qu'il y a énormément de points communs et qu'en fait, c'est peut-être pas nous, c'est peut-être plutôt quelque chose de plus systémique qui se joue. Et en plaisantant, on se dit qu'on va finir par se créer des hauts faits de sexisme et qu'il faut bien qu'on arrive à récupérer des points d'une manière ou d'une autre. Et puis le repas se termine, la soirée était très sympa, on rentre chacune chez nous. Et puis à un moment donné, on se recontacte assez vite, je crois même dans la semaine, en disant... en fait, cette histoire de haut fait, et si on le faisait? Et donc, un haut fait, c'est quoi? C'est un système de trophées. Oui, c'est ça. Trophées symboliques. De trophées symboliques qui est présent dans beaucoup de systèmes de jeux vidéo, sur beaucoup de plateformes comme Steam ou autres. Et qui, par exemple, on récompense le fait que vous avez tué 50 fois le même monstre, vous avez exploré toute la carte, ou vous avez atteint un tel niveau dans le jeu. Donc, c'est vraiment un truc hyper commun. Et nous, on s'est dit, on va détourner ça pour en faire des hauts faits du sexisme en se disant, la prochaine fois qu'on te dit de retourner dans ta cuisine, paf, tu gagnes 10 points. Et donc l'idée, c'est profondément ironique et c'est vraiment un moyen de reprendre du pouvoir sur ce qu'on vit et qui n'est pas chouette et en même temps qui est tellement commun, qui est tellement banal, qui est tellement banalisé en fait dans la société que en fait, ce n'est même plus un sujet. Personne n'en parle et personne n'y met d'attention. Et donc, on se dit, oui, ça pourrait être sympa de faire ça. En aucun cas, le ton ironique veut dire qu'on banalise ce qui se vit, nous, de notre côté. C'est vraiment un moyen d'y reprendre du pouvoir dessus. Et donc, le tout début du collectif et du projet, c'est ça, c'est le système de haut fait. Et assez vite, on va se mettre à travailler sur, OK, c'est bien sympa de vouloir faire un système de haut fait, mais comment est-ce qu'on explique aux gens qu'on a fait un système de haut fait? Et là-dessus, Sigrid dit, moi, je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. C'est comme ça que le 5e mousquetaire nous rejoint et que Quinteros... rejoint le collectif parce que lui, il a la compétence technique pour nous aider à monter un site internet. Parce que tout le monde se dit qu'on va monter un site internet et puis il faut monter un site internet. Et en fait, pas tout le monde a la compétence technique pour le faire finalement. Et Quinteros savait le faire et donc il nous a d'abord accompagnés techniquement et puis après il s'est investi aussi en termes de valeur et de vision du projet. Et d'ailleurs, il est toujours là après plusieurs années de fonctionnement du site. Donc c'est qu'a priori, on va le garder. Hein. Et voilà, ça c'est vraiment le tout basique. Après, on a fait plein d'actions, on a mis en place plein de projets, on a été subsidiés par différents pouvoirs subsidiants qui ont vraiment soutenu le projet. Mais vraiment, la toute base, c'est celle-là, s'il fallait la résumer. Le barbecue. C'est la bouffe, quoi. Enfin, normal, quoi. Et le saucisson. Pardon, et c'est pas un collectif vegan, même si on partage les valeurs, on aime bien manger. Donc, vous êtes en association, donc c'est une véritable association qui existe, c'est pas juste un collectif citoyen. Non, très vite, on a décidé de se mettre en SBL pour pouvoir fonctionner et surtout pour pouvoir demander des fonds. Parce que une grande majorité d'entre nous connaît le secteur associatif et donc c'était important pour nous de pouvoir mettre les choses en place, mais surtout les moyens nécessaires à ça. Et donc, pour pouvoir demander des fonds, une des premières étapes, c'est de pouvoir légalement d'une part se protéger aussi par ce statut d'ASBL pour chacun et chacune d'entre nous et c'est plus facile aussi pour pouvoir accéder à des subsides. Très vite... Et faire des partenariats avec des personnes, des associations du terrain. Voilà, c'était important aussi pour nous d'être visibles dans un secteur.
Le tout premier financement qu'on a eu, on l'a eu en tant qu'association de fête, donc on n'était pas encore constitué en ASBL. Et administrativement, c'est pénible en fait. Il y avait beaucoup plus de démarches, beaucoup plus de papiers à mettre en place. Et c'est en cours de ce financement-là, donc on l'avait obtenu, mais pendant que ce financement courait, qu'on s'est constitué en ASBL. Et qu'est-ce que vous faites comme action en tant que collectif, je veux dire, comment vous intervenez, est-ce que vous faites de la prévention, est-ce qu'on vous voit ailleurs que sur le site internet? Donc en fait, on a plusieurs objectifs avec Witch Games. On a un objectif de sensibilisation, donc là pour le large public globalement. Ce large public, on va le rencontrer d'une part en IRL, dans des conventions, dans des rencontres associatives ou dans des journées thématiques qui sont en lien avec ça. On va intervenir dans des tables rondes, ce genre de choses. Après, on a aussi une sensibilisation sur les réseaux sociaux. On a voulu vraiment se mettre dans les canaux de communication de notre public. Et donc, voilà, nous, on est toutes gameuses, donc on sait bien que l'importance des réseaux sociaux aussi, même Discord, jusque Discord. Et donc, on fait de la sensibilisation sur notre Insta, sur Twitter, où là, on a vraiment la place pour le ton ironique du collectif sur Twitter. Et sinon aussi Facebook, pour aussi les personnes qui sont plus habituées à ces moyens de communication. Donc là, on fait de la sensibilisation à travers ça. Et alors après, on a vraiment un deuxième objectif principal qui est celui de se solidariser avec les joueuses, de pouvoir leur permettre de prendre de la force au travers du projet Witch Games, et notamment à travers ce système de hauts faits. En comprenant les différents hauts faits, ça permet aussi de, comme nous on l'a fait en fait, comme nous on l'a vécu, de sortir de merde, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et qu'est-ce que c'est aussi comme réalité? Parce qu'on n'identifie pas parfois le fait que ça relève du sexisme. Que certains éléments dans le comportement, pas seulement des insultes, mais des éléments un peu plus... qui vont moins de soi. On se dirait pas, ah tiens, ça c'est sexiste, si on n'a pas derrière une lecture un peu plus approfondie de ce que c'est qu'un système sexiste dans notre société. Donc ça, c'est important aussi de se dire, tiens, ces vécus-là, c'est des vécus de sexisme, et d'en prendre conscience. Donc déjà rien que ça, par la sensibilisation des publics, c'est un de nos objectifs. Mais vraiment, le tout début et le cœur de notre travail encore aujourd'hui, c'est que la joueuse lambda du dimanche, quand elle allume sa console et qu'elle se lance dans une partie, qu'elle arrive, qu'elle dit bonjour et qu'elle se fait insulter autant que possible, et qu'elle se dit putain, plus jamais je joue à ça, qu'elle raccroche et qu'elle se dit qu'elle ne reviendra jamais sur ce jeu parce qu'elle n'est pas compétente ou quoi. Parce qu'on veut, c'est que cette joueuse, elle se sente pas seule en fait. C'était vraiment ça. Et c'est la joueuse dont personne parle, quoi. Et en fait, c'est le gros du public, en fait. C'est pas celles qui streament et qui ont une communauté, même si elles ont des tas de vécus importants et qu'on relaie aussi à l'intérieur des hauts faits. C'est vraiment la meuf qui se dit... en fait, je vais plus jamais lancer une partie d'un jeu compétitif ou pas, d'ailleurs, parce que ça ne vaut pas le coup, parce que je vais me faire harceler, ou parce que je suis nulle. Et souvent, ça va avec, quoi. Je suis nulle, donc je me fais harceler. Il y a une espèce comme ça de vaste communicant qui a lieu et contre lequel on veut vraiment se positionner et dire non, en fait, c'est deux choses complètement différentes. Tu te fais harceler parce que t'es une meuf. C'est pas parce que t'es nulle. Et ce qu'on veut aussi démontrer, c'est que le fait que ces vécus-là, en fait, c'est pas des vécus minoritaires dans le sens numérique du terme. Je veux dire, c'est largement partagé. Le jeu vidéo concerne plus de 70% de la population dans notre société. Et on sait aujourd'hui qu'un joueur sur deux est une joueuse. Donc c'est pas un phénomène isolé, le sexisme dans le jeu vidéo. C'est un phénomène qui traverse la société et qui a un trait à un loisir qui est central aujourd'hui. Les gens jouent plus aux jeux vidéo qu'ils ne vont au cinéma. Or ça, les décideurs politiques, les décideuses politiques, les associations n'ont pas vraiment percuté le poids qu'a cette culture du jeu vidéo dans notre société, quoi.
À chaque fois qu'on a eu l'occasion de rencontrer des politiques pour parler du projet, que ce soit à travers nos demandes de subsides, que ce soit à travers des demandes qu'on a sollicitées, ou parfois où des politiques sont venus aussi nous solliciter spontanément, on commençait toujours par leur expliquer quelle était la part de marché du jeu vidéo et le public du jeu vidéo. Parce que ce qu'on entendait beaucoup, c'était que c'était un loisir de niche ou que c'était des gamins qui jouaient. Et donc il fallait qu'on casse ça en fait, il fallait bien qu'on fasse sentir que non, c'est pas que des gamins qui jouent, il y a des gamins qui jouent mais pas que, loin de là, et que non en fait c'est le premier média en fait. Et systématiquement on avait des grands yeux étonnés face à nous alors qu'on était face à des personnes qui sont décisionnaires dans le gouvernement quoi. Est-ce que quelque part, on ne peut pas dire aussi, ou trouver une responsabilité aux médias mainstream qui ont tendance à invisibiliser le jeu vidéo, ou dès qu'ils en parlent, en fait, c'est pour critiquer le jeu vidéo. Et du coup, tout ce qui découle derrière continue à faire dire au pouvoir public, oui, c'est un marché de niche, on s'en fout, alors qu'on sait très bien que le jeu vidéo, au niveau je veux dire, pécunier, c'est quand même les revenus du cinéma et de la musique cumulés, et ils les dépassent. Donc, est-ce que quelque part, il n'y a pas aussi une responsabilité de ce côté-là ? C'est possible que oui. Maintenant, voilà, moi je n'ai pas une vision méta de comment les médias utilisent ou n'utilisent pas la position du jeu vidéo. Par contre, ce que je crois, c'est que ce n'est pas que dans le jeu vidéo qu'on voit ce phénomène-là. On voit les administrations et Internet. C'est pas brillant non plus. On voit bien qu'on a quelques trains de retard, quoi. Et je trouve que c'est un peu... On peut faire le même parallèle avec les administrations et le jeu vidéo. De manière générale, le contenu numérique, on ne peut pas dire que les administrations, au sens large administration, sont au point sur ce sujet. Donc je crois aussi que c'est lié au phénomène de génération, c'est lié au phénomène... Ce phénomène de génération se joue aussi sur les personnes, en fait, qui occupent ces administrations-là. Ça nous est arrivé de tomber sur des gens qui étaient hyper au point sur ces questions-là, mais parce que généralement, c'était des gens qui venaient avec leur propre culture du numérique, qui influençaient leurs pratiques professionnelles. Et donc, c'était des geeks comme nous, c'était des gens qui voyaient très très bien de quoi on causait, parce que en fait, ils jouent au même jeu, etc. Et donc, dans ces cas-là, on voyait que en fait, les gens viennent avec leur culture numérique personnelle à l'intérieur de leur pratique professionnelle. Si dans votre pratique numérique personnelle, vous n'avez pas une pratique du jeu vidéo, forcément, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez passer au travers. Et donc, le prisme à laquelle ils voient le jeu vidéo, c'est à travers les enfants, leurs petits-enfants qui vont pratiquer. Le nombre de personnes qu'on a entendues qui nous disaient moi, ça ne me concerne pas ce que vous faites, mais alors par contre, ma petite fille, elle est sur tel réseau social et elle vit des choses, franchement, ça me tue. Donc, c'était à travers ce prisme-là, en fait, qu'ils se rendaient compte que ce qu'on disait avait tout son sens. Oui, puis la culture geek, elle s'est aussi développée avec ses propres outils médiatiques. Par exemple, Twitch en est une figure de proue. Tout le développement du streaming, qui au départ était juste de montrer, de cast juste le jeu pour monter la performance et le gameplay. Et puis ensuite, ça s'est réapproprié. On a commencé à avoir des visages de streamers et de streameuses pour qu'aujourd'hui, ce soit un média à part entière où on ne fait pas que du gaming. Si on va sur la page d'accueil de Twitch, on va voir plein de choses. Donc il y a aussi le fait que en résistance, pour moi en tout cas, à ce moment-là, avec l'image médiatique qu'on a pu avoir dans les années 80-90, vraiment l'image du diable, oh là là, ça rend accro nos enfants, ça va réduire leur capacité cognitive, on va avoir que des générations de grands débiles qui savent utiliser une manette. En fait, en résistance à ça, je pense que vraiment il y a eu une culture spécifique, vraiment au milieu vidéoludique et qui est encore aujourd'hui très forte. Il y a Twitch. Et très masculine. Et très masculine. Et très, quand bien même, la moitié des joueurs sont des joueuses. Oui, mais malgré cela, les personnes les plus regardées, celles qui engrangent le plus de trafic et de monétisation sur Twitch, par exemple, sont en majorité des hommes en grande majorité. Je pense que c'est 6% de femmes dans les revenus les plus élevés de Twitch. Ouais, je connais pas les chiffres exactement. Non, ou 6 femmes sur 100. Ça, c'est plus. Dont une seule joue aux jeux vidéo. C'est ça. Ça me paraît plus logique. Oui. Ouais. Et donc, on est sur cette portion-là, quoi. Et donc, ce qui montre que c'est un indicateur pour montrer que cette culture est fortement masculine. Sur YouTube, pareil, toutes chaînes confondues, les youtubeurs les plus rémunérés sont des hommes.
Et n'invite pas des femmes. et invite rarement des femmes, ou alors des femmes en second En tant plan. que faire valoir. Ouais, c'est ça. Et donc c'est un problème en effet dans une culture numérique en général, la surreprésentation de figures masculines a des impacts quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours ce reliquat de panique morale autour du jeu vidéo qui rend accro, qui dézingue le cerveau, des choses comme ça. Et que ce vieux reliquat de panique morale autour du jeu vidéo est toujours présent aujourd'hui en toile de fond dans la société, quoi. C'est encore un discours qu'on entend, même si ça devient un peu plus rare qu'il soit écouté. Moi, je vois plutôt dans les médias, par exemple, qu'on met en évidence le jeu vidéo pour l'apport économique qu'il peut dans la culture, qu'il peut apporter. Mais par contre, on le voit moins comme un objet culturel et comme, comment dire, en tout cas dans la presse généraliste. On le voit plus comme un apport économique qui fait apporter des métiers, des nouvelles compétences, des compétences numériques qui sont valorisées dans notre société aujourd'hui et rémunératrices. Mais par contre, l'aspect social du jeu vidéo est beaucoup moins investigué, quoi. Ou en tout cas beaucoup moins éclairé par à la fois les sociologues, le personnel académique on arrive à prouver que ChatGPT a des biais au niveau du sexisme et au niveau de tout ce qui est inclusion, mais par contre dans le jeu vidéo on n'y est pas encore, alors que le jeu vidéo est quand exactement, c'est ça. C'est une technologie qui est plus vieille que ChatGPT et or les études sociologiques sur le genre n'ont pas, elles se font dans le milieu anglophone, mais dans le milieu francophone on n'a pas encore percolé. On l'a vu très fort avec Sigrid, on est allé à un débat politique en vue des élections il y a peu de temps organisé par la République. Et c'était super intéressant. Il y avait les différents partis qui étaient là pour parler des enjeux autour du jeu vidéo, de demain, etc. Et le débat était divisé vraiment en deux grosses parties. Enfin, tu me dis si tu l'as vécu comme ça, mais c'était économique et puis une plus petite partie sur objets culturels. Et d'objets culturels, ça ne... Moi, j'ai pas senti qu'on y était encore, qu'on pouvait en discuter et que c'était... L'objet culturel, il était perçu surtout sur la conservation, l'archivage des traces, etc. La ludification d'une partie de choses. Globalement de la société, même pas du jeu en lui-même. Par contre, sur tout l'aspect social, il n'y avait vraiment aucun regard, que ce soit sur la partie du secteur vraiment de production du jeu vidéo, sur quelle est la place des femmes dans le développement des jeux vidéo, ou alors que ce soit sur les pratiques, donc que vivent les joueuses de jeux vidéo. Ça, il n'y avait pas du tout. Pas du tout. Ou même quelles normes amène le jeu vidéo. Qu'est-ce que ça permet en termes de normes, de comportement social, tout ça, c'est quelque chose qui est, au-delà d'avoir été invisibilisé, quand on les a interpellés dessus, pour eux, on voyait bien leur tête que c'est une découverte. Oui, c'est ça. Il y en a un qui nous a répondu qu'il était tout à fait convaincu de l'importance de parler des femmes dans le jeu vidéo parce que c'était sa femme qui lui avait fait découvrir le jeu vidéo. Oui, souhaite. Et par contre, sur le côté panique morale, et c'est ça aussi qui me faisait penser à ce débat, c'est qu'à la toute fin des échanges questions-réponses avec la salle, il y a une madame à l'intérieur de la salle qui a dit « Oui, mais on dit beaucoup de bien du jeu vidéo, mais moi je suis quand même très inquiète parce que mon fils, il joue beaucoup aux jeux vidéo et c'est pas bien, ça peut avoir un impact, etc. » Mais j'ai l'impression que si on revenait 10 ans en arrière, déjà impossible d'avoir ce genre de débat pour parler du jeu vidéo en tant qu'objet culturel et économique. Enfin, voilà, ça, je crois pas qu'on y aurait été. Et ce genre de réaction plutôt réfractaire à la présence du jeu vidéo aurait été bien plus prégnante que ce qu'elle a été. Là, ça a été vraiment à la marge. Et cette madame, elle était toute seule dans dans ce positionnement-là. Alors attention, Witch Game, c'est pas du tout en train de dire que l'addiction aux jeux vidéo n'existe pas, qu'il n'y a personne qui a des problèmes avec le jeu vidéo, etc. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Il y a effectivement des pathologies qui existent. Par contre, elles ne sont pas du tout aussi présentes et aussi répandues que ce qu'on nous laisse entendre quand on parle de ce type de pathologie-là. C'est vraiment rarissime et de toute façon, c'est pas du tout notre propos. Nous, on parle vraiment du vécu des joueuses, qu'elles y soient accros ou pas, en fait. Peu nous importe, ça ne justifie quoi qu'il arrive quand même pas les vécus qu'elles ont, quoi. Oui, et on conçoit plutôt le jeu vidéo comme étant au contraire
un secteur ou une activité de loisir qui est émancipatrice quoi, pour tout public. Quelque part, en Belgique, j'ai aussi l'impression que la Belgique a découvert les jeux vidéo dans la culture en 2023, en fait, avec Baldur's Gate 3, et que avant ça, en fait, c'était une petite bande d'allumés qui était derrière leur console, derrière leur PC, et ça n'existait pas, en fait, alors que, si on prend l'exemple de la France, qui a déjà de l'industrie du jeu vidéo, ne serait-ce qu'avec Ubisoft, qui est une des plus grosses multinationales, ils sont déjà au courant. Alors, je ne dis pas qu'ils le traitent mieux, hein, je dis juste que, de ce côté-là, ça existait déjà, alors qu'ici, par contre, le jeu vidéo comme objet culturel, réellement, ça existe depuis 1 an pour la Belgique. Je ne sais pas, tu sais, parce que quand la ministre Elinard était à la culture, elle a financé ou participé au financement d'un gros projet de développement culturel autour du jeu vidéo. Et je pense bien qu'il y avait Walga qui était impliqué dans ce bazar-là. On était allé le voir à la Grand Poste avec Sigrid. Et tu avais pas mal de petits studios indépendants qui étaient là pour venir écouter. Et je suis plus très sûre, hein, mais il y avait plusieurs projets qui avaient été récompensés. Je sais plus dire le nombre, c'est pour ça que je dis que je suis pas sûre. Mais et c'était il y a déjà, je dirais 2-3 ans. C'était assez intéressant de voir que, de nouveau, administrativement, on a un ministère de la culture qui finance le jeu vidéo. Donc voilà, comme objet culturel, on voit qu'il y a quelque chose qui peut se creuser. Alors après, c'était le début, en aucun cas ça veut dire que ça aboutit, et de toute façon, ça ne dit rien de la lecture du sexisme dans le jeu vidéo, de toute façon. Mais je ne sais pas si tout le monde le découvre. Par contre, on peut ne pas le découvrir, mais n'en avoir quand même rien à faire. Parce que en Belgique, en fait, on a la difficulté des différentes régions, communautés, etc. Donc ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de fédérations, des fédérations différentes. Et on a 3 fédérations qui existent en Belgique en ce qui concerne le jeu vidéo. Donc à la fois c'est difficile parce que du coup c'est 3 initiatives différentes, parallèles, qui avancent vers la même chose. Et en même temps c'est un poids fort puisque c'est 3 initiatives qui appuient auprès de ministres. L'arrivée du Tech Shelter dans le développement du jeu vidéo, les fédérations qui existent aujourd'hui, elles n'y sont pas pour rien, mais c'est de l'info intra-milieu, quoi. Je pense que ce qui a permis avec Baldur's Gate, c'est vraiment d'ouvrir en fait, ça au grand public, mais pour les personnes qui étaient proches du secteur, très honnêtement, très bien, félicitations pour eux, hein, qui profitent bien de toute la fame qu'ils peuvent avoir avec leur studio, mais dans le terrain, on n'a pas cette sensation que c'est changé grand-chose aujourd'hui. Si ce n'est qu'il y a une vision de... Ça peut être aussi une réussite pour le grand public, mais c'est tout, nous on le savait déjà. Hein. C'est pas... Alors, pour revenir un petit peu sur vos actions, depuis tout à l'heure, vous avez parlé des différentes sortes de sexisme qui existent dans le jeu vidéo. Vous pouvez quand même donner, en dehors des insultes qui sont bien connues, des exemples en fait que la plupart des gens, et en particulier des hommes, ne se rendent pas compte que ça existe. Je ne parle pas de ceux qui le nient, hein, ceux-là, ils sont pas le bienvenu. Le nier, c'est déjà une forme de sexisme. Mais moi, vraiment, je veux dire, il y a quand même une partie des hommes qui ne se rendent pas compte et qui ont un comportement complètement déplacé, alors qu'ils ne devraient pas l'avoir, et que si on leur mettait les yeux en face des trous, peut-être que ça les ferait réagir autrement. C'est rigolo que tu te dises ça, parce qu'on a fait plusieurs fois l'expérience d'avoir des hommes qui parcourent la liste des hauts faits de notre site. Donc on a à peu près 80 hauts faits différents. Des nouveaux arrivent un jour. Une saison 2 est en préparation. En fait, c'est systématique. Les gens nous disent « Ah bon, ça c'est du sexisme ?» Donc on va reprendre, avant de parler d'exemples concrets à l'intérieur du jeu vidéo, il faut qu'on reprenne. Le sexisme, c'est un système organisé dans la société qui assure la domination d'un genre par rapport à l'autre. C'est présent dans toute notre société. Alors, je suis certaine que des gens diront « Non, c'est pas vrai, on vit pas dans une société patriarcale. » Si, voilà, on va pas en débattre. Si, c'est acquis, c'est comme ça. Ça ne nous empêche pas de lutter contre. Et sans surprise, le monde du jeu vidéo en est pétri. Il en est pétri dans plein de sphères différentes, que ce soit dans son industrie ou dans sa pratique. Et à l'intérieur de la pratique du jeu vidéo, alors là, on a référencé plein de vécus différents dont on a fait des hauts faits, qu'on a aussi illustrés avec des strips, si vous voulez passer voir sur notre site. Oui, donc en fait, dans les formes de sexisme, on peut retrouver, comme tu l'as dit, il y a les insultes, ça c'est vraiment le niveau 0, quoi.
c'est le tuto. Où là, là, on peut passer. Il faut quand même pouvoir donner des exemples, hein, parce que c'est, on se connecte dans une game d'un FPS multijoueur. On allume le chat vocal parce que ce genre de jeu demande de la communication. On dit juste bonjour parce qu'on est poli. Et la réponse, c'est retourne à la cuisine, va me faire un sandwich. Ta gueule, salope. Voilà, ou des choses vraiment encore plus vraiment agressives. Girl. Oui. Enfin voilà, généralement le chat s'enflamme et ça, très honnêtement, on en retrouve très facilement, que ce soit sur TikTok, dans les témoignages de streameuses, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment le truc de base. Après, il y a d'autres comportements sexistes, ce qu'on va appeler le sexisme bienveillant, avec énormément de guillemets. Et donc là, ça va être sur un MMO, une joueuse va commencer à jouer, il y a un joueur qui va la rejoindre, et le joueur va commencer à lui expliquer tout, à lui donner du stuff, à lui donner des pièces d'or, de « tiens, tu auras bien besoin de ça pour pouvoir avancer », alors que n'importe quel joueur ou joueuse, d'habitude, commence avec... sa culotte et son sac, quoi. Voilà. Et on avance. Donc il y a ce genre de comportement. Mais il faut dire pourquoi. En quoi le fait de donner des trucs. Parce qu'il y a des gens qui nous disent non, mais c'est juste être gentil, ça. Mais c'est parce qu'il y a une contrepartie, en fait. Oui, il y a la contrepartie. Bon, il y a déjà le stéréotype de les filles, c'est nul aux jeux vidéo, elle va avoir besoin d'aide pour pouvoir avancer. Et alors la contrepartie, c'est en fait d'attendre un comportement en retour, d'attendre un contact, un lien, voire même des fois des choses beaucoup plus lointaines qui peuvent mener jusqu'au harcèlement de la joueuse. Il y a des joueurs qui tombent des nues quand une joueuse dit moi je suis en couple. Comment ça, t'es en couple? Ça c'est pas possible. On t'aurait dû dire. On a parlé. On a parlé, super, mais ça n'empêche pas que je suis en couple. T'aurais dû le dire, tout à fait. Donc il y a aussi tout ce comportement-là en fait de l'attente qui est derrière. On va avoir aussi du sexisme qui va être vraiment sur les stéréotypes. Et cela, il s'exécute autant en jeu qu'en dehors du jeu. Une fille qui dit qu'elle joue aux jeux vidéo, il y a de fortes chances pour qu'on lui dise « Ah super, du coup tu joues à Candy Crush ou à Animal Crossing ». Donc il va y avoir toute une catégorie de jeux. Même si c'est bien de jouer. Même si c'est bien. Candy Crush et Animal Crossing. Mais il va y avoir toute une catégorie de jeux qu'on va attribuer pour les filles. Et donc une fille qui, elle, va jouer à Code de manière hyper impliquée, ce n'est pas dans le concept, en fait. On va dire, mais non, c'est pas possible. Toi, tu es obligé de jouer à Mon Petit Poney ou Sandra Lederman. C'est pas possible, une fille qui fait pampan sur un jeu compétitif. Donc il va y avoir tous ces stéréotypes-là qui vont en être liés. Ça, c'est globalement les catégories de sexisme dont on peut parler. Après, il y a plein de choses. Il y a plein de variations. Tu dis, c'est pas possible qu'une fille fasse pampan dans un jeu vidéo. Alors, ok, tu joues dans un jeu vidéo où on tape des gens, mais tu vas être la soigneuse, alors. Si on joue dans un jeu vidéo un peu violent, c'est pour être une soigneuse, on ne peut pas être autre chose. Ou pour ranger la banque de guilde, ou tu fais de la logistique. Oui, ou ok, tu peux venir dans notre équipe, mais par contre, c'est toi qui vas parler parce que nous, on a envie d'entendre une belle voix, ça va attirer du monde, ce genre de choses. Il peut y avoir aussi... avec le streaming, il y a aussi plein d'autres hauts faits qui existent sur vas-y, viens, j'invite une nana dans mon équipe parce que dans mon stream, du coup, ça va faire monter mon audience parce que oulala, il y a une fille. Pareil, les filles, ça a des vues uniquement parce que c'est des filles et pas pour leurs compétences d'animation, de jeu, parce qu'il y a pas que le gameplay qui compte. Donc il va vraiment y avoir tout ce genre de comportements annexes qui sont vraiment révélateurs du système, de ce que Asti nous disait tout à l'heure, du fait que ce soit systémique et que ce soit un système de domination qu'on essaye d'abattre. C'est ça qui est le plus fatigant au final, c'est d'essayer de prouver qu'on est légitime dans ce milieu, peu importe ce qu'on fait. Oui, c'est ça, parce que quand Sigrid, elle parle du fait qu'on a du mal à imaginer qu'une fille, elle peut commencer le jeu avec sans rien et pouvoir s'en sortir, c'est parce qu'on part d'un prérequis qui est que les filles, comme elles sont moins bonnes, quoi qu'il arrive, c'est pas cette fille-là, c'est les filles, elles sont moins... Oui, c'est ça. Biologiquement, on est moins bonne, mais c'est lié au fait qu'on a une paire de seins, en fait. Ça nous empêche d'atteindre le clavier comme il faut. Voilà, ça explique tout, moi, je trouve, tu vois. C'est un fait qui est tellement intégré qu'il y a beaucoup de joueuses qui se découragent hyper vite aussi. Quand elles commencent un nouveau jeu, elles vont
Se dire non, en fait, j'ai pas les capacités, ou je suis pas faite pour ce jeu-là, et arrêter, que ce soit un LOL ou même un FPS. Le nombre de filles que je connais qui me disent non, moi, je pourrais pas, c'est trop stressant. C'est trop stressant. Alors que, désolé, mais n'importe quel plouc avec une manette ou un clavier souris pourra le faire. Donc, De façon plus décomplexée, les garçons. Les garçons, ils s'en foutent. Elles ont intégré. C'est ça. Elles ont intégré, et puis elles savent qu'elles vont en prendre plein la figure si jamais elles allument le micro, quoi. Et donc, même si tu rates une fois, c'est fini. Ah oui, c'est fini. C'est parce que t'es une fille, tu vois. Oui, c'est parce que ça induit des choses sur les joueuses, en fait. Tout ça, ça induit déjà une perte de confiance. Le fait qu'on baigne aussi dans cette société patriarcale fait que les stéréotypes, peut-être qu'on les a, de se dire moi je suis une fille, le FPS c'est pas fait pour moi. Il faut quand même pouvoir le travailler pour pouvoir se renforcer. Et donc ça va créer de l'insécurité, du manque de confiance en soi. On sait aussi que de manière éducative, les filles sont beaucoup moins imprégnées dans la culture, dans le capital vidéoludique, le réflexe que chaque gamer a de mettre ses doigts sur ZQSD quand on arrive sur un clavier, c'est quelque chose qui est moins induit chez les femmes. Ces petites habitudes-là, de pouvoir manier une manette convenablement, les manettes ne sont pas tout le temps faites non plus pour les mains plus petites de femmes. Donc, en fait, on voit vraiment par des petits détails que ça a une répercussion vraiment profonde en fait, sur les joueuses. Et c'est pour ça qu'un de nos objectifs, c'est aussi de pouvoir se rassembler, se solidariser, se donner du pouvoir entre nous pour pouvoir avancer. Un des exemples qui est relevé par Média Animation dans le Chill and Play, c'est par exemple que les jeunes filles, un peu de pub, c'est que les jeunes filles, elles ont très peu de contact direct avec la console. En fait, elles jouent à la console, mais ça sera rarement leur console à elles. J'ai les chiffres, si tu veux. Ouais. Oui. Donc, selon l'enquête de Génération 2024 de Média Animation, parmi les élèves du secondaire, 86% des garçons utilisent une console contre 50% des filles. Donc, ils y jouent aussi 2 fois plus souvent que les filles, qui se rabattent plus volontiers sur des jeux de smartphone. Donc voilà. Avec tous les clichés autour des jeux de smartphone, où on va dire c'est pas du jeu vidéo. Très souvent, les gens nous interpellent sur les chiffres, puisqu'on a mis des chiffres sur des banderoles qu'on met sur nos stands, et les gens nous disent ouais, mais vos chiffres par rapport aux jeux vidéo, quand vous dites que un joueur sur 2 c'est une meuf, ça compte alors les jeux sur les téléphones, mais alors c'est pas des vrais jeux. Enfin. Voilà, on voit qu'il y a aussi comme ça une catégorisation qui est sexiste de base. Oui, en plus, quand on regarde bien, le jeu sur smartphone, c'est quand même le top du top au niveau des revenus du jeu vidéo. Oui, c'est ça, c'est environ la moitié. C'est ça. Et puis le nombre de gens qui ont installé des émulateurs maintenant sur leur smartphone et qui jouent à Final Fantasy ou que sais-je, ça veut rien dire. Les garçons jouent aussi aux jeux de smartphone. C'est juste qu'ils ne laissent pas moins facilement la console à leurs sœurs. Parce que dans les entretiens pour Chill and Play, ce que les jeunes disaient, c'était essentiellement je suis une fille, je joue à la console, c'est la console de mon frère. Et dans la majorité des cas, pour les filles qui ont des consoles, c'est ça. C'est pas leur console à elles, c'est la console de la famille, ou du frère, ou du père. Je suis sûre que derrière, t'as le frère qui dit non, mais fais pas comme ça, mais non, c'est pas comme ça que tu devais faire. Enfin, tu vois, le petit côté backseat en plus. Certainement, en effet, une relation de pouvoir dans le partage de la console aussi. Quoi. Je veux dire, pour reprendre la légitimité n'est pas chez les filles, mais plutôt chez les garçons. Donc, qui va jouer à la console quand les copains viennent à la maison Et donc, la légitimité, elle va même au-delà de ta compétence, est-ce que c'est OK pour une fille de jouer aux jeux vidéo ? Est-ce que c'est un loisir acceptable pour une fille de jouer aux jeux vidéo ? Et quand on fait des salons, on est très, très souvent interpellé là-dessus parce que, en fait, sur la thématique du jeu vidéo, on peut complètement sortir de la pratique même du jeu vidéo, ce que disait Sigrun un peu plus tôt, où vous savez, ce fameux repas de Noël extrêmement malaisant où des gens viennent vous demander c'est quoi votre loisir après vous avoir demandé vos opinions politiques et que vous leur dites que vous jouez aux jeux vidéo et qu'ils vous disent, qu'ils vous font des gros jugements par rapport à ça. Tu dis que t'es féministe. Oui, non, tu le dis pas. Si en plus t'as un régime alimentaire particulier, franchement, la soirée pourrie, quoi. C'est Noël, l'année prochaine. Franchement, garde des munitions, faut pas y aller, quoi. Mais, et donc, il y a des gros jugements par rapport à ça, comme quoi ce n'est pas un loisir légitime pour les filles, de toute façon. Donc, non seulement tu ne possèdes pas la console, puisque là, grâce à Chill and Play, on a des chiffres. En plus, si tu y joues, tu n'es quand même pas légitime dessus. Quand bien même, il n'y a pas un père, un frère ou un cousin qui vient t'emmerder pendant que tu joues dessus, ça n'empêche que ce n'est pas ta console, c'est pas à toi qu'on l'a offert. Et en plus, en tant que société, moi, je connais pas beaucoup de meufs qui osent mettre dans la partie loisirs de leur CV qu'elles jouent aux jeux vidéo.
C'est pas du tout aussi facile à assumer. Et donc, les chiffres de l'enquête IFOP pour GamerTop en 2023 disent par exemple que chez les jeunes entre 18 et 24 ans, 62% des garçons se disent gamers contre à peine une fille sur 4, c'est-à-dire 24%. Donc ça montre que le sentiment de légitimité à se dire gamer ou gameuse est fort différent en fonction du genre auquel on t'assigne, quoi. Ouais, puis ça va évoluer avec le temps aussi dans la vie des joueuses. Il y a quand même pas mal de joueuses qui vont jouer pendant leur adolescence, et puis au passage à la vie adulte, ça va sauter. Et quand on en parle avec elles, ça va sauter, c'est pas par choix en fait, c'est pas vraiment par choix. C'est le temps de loisir qui est morcelé pour les femmes. C'est dès qu'il va y avoir de la maternité dans le couple, lequel des deux, quand dans le cas d'un couple hétérosexuel, lequel des deux va ranger son PC à la cave parce qu'il n'y a plus la place, lequel des deux va ne plus s'investir dans un jeu régulier parce qu'elle n'a pas le temps. Et donc, en fait, tout ça change aussi dans la vie des femmes vis-à-vis de ça. Et ça en change la conception. Donc, celle qui était gameuse pendant son adolescence, puis qui, derrière, dans sa vie d'adulte, va jouer de temps en temps sur une console qui traîne à la maison à son petit plaisir du dimanche. Peut-être que dans les transports en commun, elle fera du jeu sur mobile, mais elle ne considérera pas ça comme du jeu vidéo. Fatalement, elle ne va pas se considérer comme gameuse, en fait, à cette période-là de sa vie. Donc, c'est aussi très compliqué à incruster comme loisir dans la vie des femmes. Parce que les pratiques les plus légitimes dans le jeu vidéo sont des pratiques chronophages, donc qui demandent beaucoup d'investissement en temps pour entrer dans un jeu, pour en avoir une pratique régulière, pour entrer dans une communauté et la faire vivre. C'est quelque chose qui demande des laps de temps longs, chose que statistiquement les femmes ont déjà moins que les hommes, donc elles ont moins de temps de loisirs, je crois que c'est de l'ordre de 30 minutes par jour et plusieurs heures du coup par semaine. Ça dépend évidemment des statistiques et des pays, mais en général c'est une différence énorme. Et en plus de ça, comme tu disais, c'est des temps de loisirs qui sont fort morcelés. Et donc en attendant le bus, en attendant que l'eau bout, en attendant que les enfants rentrent de l'école, c'est des choses qui, en dehors de la vie adulte, sont aussi transmises en fait aux jeunes filles, même quand elles n'ont pas d'enfants. Et ce côté transmission, de nouveau, j'en parle à chaque fois, mais on le voit sur les salons, quand on a des mamans qui viennent avec des petits bouts de chic, voire des pré-ados, et qu'elles viennent parler jeux vidéo avec nous. Elles nous témoignent du fait que, effectivement, elles jouaient quand elles étaient toutes jeunes, mais que effectivement ça s'est arrêté, que maintenant elles sont mamans, et que elles s'inquiètent du jeu vidéo par rapport à leur fille. Et je ne compte plus le nombre de fois où en salon on nous dit ah non mais ma fille je la laisse pas jouer à tel et tel et tel jeu. Donc il y a un choix de licence auquel on laisse aller les filles. Et ça, je l'ai beaucoup moins entendu pour des garçons. Même parfois, on a été très surprise d'entendre des jeunes garçons jouer à des licences qui sont réputées violentes et que ce soit pas spécialement questionné. Ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est je la laisse jouer, mais par contre, micro coupé. Elle ne peut pas participer à tous les chats vocaux, etc. Parce que ça, c'est trop violent. Alors là, on est toujours partagé parce qu'effectivement, il y a des choses très violentes et c'est tout à fait légitime de vouloir protéger son enfant. Et en même temps, ça fait disparaître en fait les filles de ces sphères-là. Et du coup, on a en enfilade, on a des jeunes garçons quand ils viennent sur notre stand, on leur demande si ça leur arrive de jouer avec des filles ou quoi, et comment ça se passe. Ils nous disent non. Moi, je veux jamais de filles dans les jeux vidéo. Moi, je suis vraiment surprise que vous disiez que la moitié des joueurs, c'est des joueuses. Parce que nous, on est toujours entre mecs. Ben oui, mais en fait, il y a un effet d'enchaînement qui est assez logique. Et quand vous enchaînez comme ça, les trois mamans qui vous disent que... et même parfois des papas qui nous disent qu'ils ne laissent pas leur fille aller sur les vocaux. Et donc... ils savent très bien comment ça se passe. Oui, ils savent très très bien parce que, voilà, soit ils en sont témoins, soit ils l'ont été, soit ils ont été pratiquants eux-mêmes. Et puis derrière, vous avez ces jeunes gens qui vous disent non, c'est pas vrai.
il n'y a pas de filles, il n'y a pas autant de filles, mais c'est vraiment curieux, vous êtes sûr de vos chiffres déjà, c'est pas nos chiffres, c'est ceux de l'IFOP, donc oui, à peu près. Je veux dire, même pour les générations plus anciennes comme les nôtres, les techniques d'invisibilisation, je pense que c'était les premières choses sur lesquelles on s'est mis d'accord justement au barbecue. C'est la silenciation, c'est la silenciation. On coupe son micro, on masculinise le pseudo un maximum, pareil pour l'avatar, on essaie d'éviter toutes les situations où on peut être dévoilé comme une femme, quoi. Donc, On refuse un maximum d'invitations Discord. même à l'époque quand même. Et ça, on l'a vécu, puisque avec Sigrid, on a joué dans la même guilde. Tu as même été ma GM pendant un moment avant le changement de guilde, où on avait une des filles en fait, qui jouait un mage et ne parlait absolument pas sur TeamSpeak à ce moment-là, sauf si on était en petit groupe, dans le groupe des offs. Oui, c'est ça. Il y a ça, et à l'inverse, il y a le piège, entre guillemets, inverse. Avant qu'on soit en guilde ensemble, où j'avais un co-officier, où pendant des mois, j'ai pensé que c'était une co-officière, jusqu'au moment où, à l'époque, ça date, mais où on a commencé à échanger en manière vocale. Et à force de discuter, en fait, je me suis rendu compte que c'était un mec qui se faisait passer pour une nana depuis des mois. Donc, ça existe aussi dans ce sens-là, mais ça n'a pas du tout le même objectif. Les joueuses, elles ont vraiment cet objectif de s'invisibiliser pour avoir la paix, pour jouer tranquillement. Et ça, on peut le voir sur le... On a la mini-vidéo du haut fait certaines batailles se gagnent en silence. Qu'est-ce qui fait que les joueuses vont couper leur micro ? C'est qu'au début, on va dire bonjour, on va se faire insulter, ou alors on va se faire draguer, parce que les deux peuvent être possibles, ou on va avoir directement... Voire même en même temps. Oui, des fois, il y a les deux, c'est bizarre, mais des fois, il y a les deux. Et donc, du coup, la deuxième game, elle va juste écrire bonjour, parce qu'elle n'aura pas envie de le dire, vu que le saut qu'elle s'est pris avant. Là, si elle a un pseudo qui peut être dans l'imaginaire féminin, tout de suite, ça va être même en vocal. Derrière, les réponses vont être spécifiques. Donc, en fait, à la troisième game, elle ne fait plus rien. Elle ne dit plus bonjour, elle n'allume plus son micro et elle attend que la game, elle passe. Donc, cette technique-là, c'est vraiment pour se prémunir, pour se bétonner de tout ça. De dire bonjour dans une game... moi, je me pose toujours la question quand je rentre dans une game de est-ce que là, j'ai le courage de dire bonjour ? C'est quand même dingue de se poser cette question de est-ce que j'ai le courage de dire bonjour ? Donc oui, fatalement, les joueuses, elles vont se cacher comme ça, ou alors elles vont se retrouver dans des communautés spécifiques. De plus en plus, on voit l'émergence actuellement des communautés de gameuses, des Discord safe, uniquement entre femmes Astérix, et toutes les minorités de genre. Donc il va y avoir ces communautés qui se forment, en fait. Et c'est des espaces où on peut justement jouer, se renforcer et arrêter de se dire que je suis une fille, je suis nulle, j'arrive pas à appuyer sur les touches. Ça va être des endroits hyper renforçants pour pouvoir aller ensuite vers des milieux plus mixtes. C'est pareil dans l'e-sport actuellement. Les ligues féminines qui commencent à se développer au niveau de l'e-sport, elles sont là pour ça. Elles sont vraiment là pour pouvoir permettre aux joueuses de se renforcer pour ensuite rentrer dans le canal classique des tournois e-sport. Mais c'est bien que tu parles d'e-sport, justement, ça va être ma prochaine question, parce que les équipes féminines d'e-sport, en tout cas en termes d'équipes professionnelles, de tête, j'en vois pas. Je sais qu'il doit y en avoir une ou deux. En francophonie, je vois pas du tout. La plupart des équipes e-sport francophones, les 2-3 grandes équipes e-sport francophones, la Carmine, Vitality, Gentlemate, je pense pas qu'ils aient une équipe féminine, mais pas loin. En fait, c'est devenu des... Est-ce que c'est devenu une de leurs priorités en termes de philosophique ? Ça, c'est une question. Ouais. Est-ce que c'est plutôt un positionnement marketing ? Ça, c'est quelque chose qu'on ne saura jamais, mais ce sont des initiatives qui existent de plus en plus. Les ligues féminines sont aussi beaucoup plus suivies. Si je fais référence, par exemple, à Kameto et la Carmine, là-dessus, il y a, par exemple, quand c'est des tournois le week-end et qu'il y a les deux ligues en même temps, les hommes et les femmes, il alterne en fait sur son stream. Donc, ça va aussi permettre de mettre en avant ces compétitions féminines, de pouvoir les visibiliser, parce que fatalement, si elles restent dans un petit coin, qu'elles ne sont pas visibles, en fait, ça ne répond pas à la question de la visibilité des femmes dans l'e-sport. Donc là, ça commence à arriver. Il y a même les studios de développement en eux-mêmes, les gestionnaires de ces jeux qui mettent en place des compétitions féminines. C'est rare. Ça reste évidemment beaucoup moins payé
que pour les hommes. Enfin, mais ça, c'est vraiment... on compare ça au sport féminin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans le sport physique aussi. Dans le sport physique, c'est complètement la même chose. En fait, il y a aussi des compétitions féminines qui sont, enfin le foot, qui sont moins visibles, qui sont moins payées, où les filles elles sont dans des conditions compliquées parce qu'en fait, elles ne sont pas pros, elles n'en vivent pas. Donc ça veut dire qu'au-delà de leurs 20 heures d'entraînement par semaine, elles doivent avoir un boulot pour pouvoir se nourrir et payer un loyer. Donc c'est aussi tout ça en fait qui fait que c'est beaucoup plus difficile actuellement pour les femmes que pour les hommes dans ces compétitions. Mais est-ce que c'est pas aussi lié... Enfin, moi je trouve ça problématique par exemple d'avoir genré ces ligues, c'est-à-dire faire une ligue homme, une ligue femme. Autant dans le sport, et encore pour le sport d'équipe, j'ai du mal à le concevoir. Pour moi, on devrait faire du 50-50. Démerdez-vous, il doit y avoir autant d'hommes que de femmes, que d'autres, peu importe. Dans le jeu vidéo, je veux dire, il n'y a même pas cette excuse-là de différence de force physique. C'est intéressant que tu dises ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas la notion de force physique, mais par contre, il y a des prérequis sexistes. Il y a des visions préétablies sur le fait que les femmes se repèrent moins bien dans l'espace, qu'elles ont une moins bonne mémoire, qu'elles ont une moins bonne logique mathématique. Et donc que par conséquent, elles sont moins douées dans la pratique du jeu vidéo. Maintenant, pour ce qui est dans le sport physique, moi, c'est pas du tout ma came, donc je pourrais pas du tout en parler de l'intérêt de mixer ou pas les équipes. Voilà. Par contre, dans la partie jeux vidéo, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un moment donné où elles étaient minoritaires, mais il y avait des nanas qui jouaient dans des équipes plutôt masculines et à tendance masculine, mais dans un climat extrêmement délétère et extrêmement toxique qui les a amenées à vivre des phénomènes de harcèlement extrêmement graves. Il y a même des vidéos qui sont tournées et qui existent encore aujourd'hui sur YouTube où vous les voyez vivre des cauchemars pendant les compétitions, où elles se font insulter, elles se font toucher physiquement pendant qu'elles jouent, elles vivent des tas de trucs et beaucoup de sous-entendus sexuels, voire c'est même plus des sous-entendus à ce niveau-là, c'est extrêmement explicite. Oui, voilà, c'est pas le public, hein. C'est les coachs, c'est les coéquipiers, c'est les gens autour d'elles, autour de leur PC, et donc à ce moment-là, pour moi, il y a un énorme problème de base qui est l'encadrement. Et donc, à ce moment-là, si on veut que les filles elles puissent continuer à jouer, parce que qu'est-ce que ça provoque, c'est que les filles elles quittent ce genre d'environnement. Et donc, si on ne met pas en place des moments non mixtes où ces filles peuvent se renforcer entre elles pour pouvoir ensuite retourner dans la mixité, en sachant qu'elles sont compétentes, elles savent ce qu'elles font et elles méritent d'être sur scène au même titre que les autres. Pour reconstruire cette confiance et cette estime d'elle-même par rapport à ça, il y a un moment nécessaire par la non-mixité. Et donc, je crois que c'est un passage qui est chouette et qui est important. Il y a un tel coaching pour les e-sportifs. Je veux dire, il y a tout un arsenal de techniques de coaching qui est développé pour encadrer les équipes e-sportives et les professionnels de ce secteur-là. Moi, je me demande à chaque fois, il y a un tel soin sur le mental et sur l'hygiène de vie, oui, c'est du coaching mental très, très poussé. D'où est-ce qu'ils ne voient pas la nécessité, encore plus, de le faire pour les femmes, quoi. Et puis même pour dire à tes joueurs de foutre la paix à tes joueuses. Il y a un moment donné, un des rêves... conscience que la motivation, c'est un des vecteurs centraux. La motivation, l'hygiène de vie, le mental. D'où tu vois pas que pour une femme, c'est beaucoup plus dur, quoi. Est-ce que tu as le côté très vite où on va te dire tu dois passer au-dessus de ça si tu veux réellement y arriver? Tu dois vivre au-dessus de cette expérience, alors qu'un mec ne vit pas ce type de harcèlement systémique quand il se lance, quoi. Les réflexions qu'il y a encore... il y avait des compétitions sur Rainbow Six que je regardais. Donc c'était mix mi-français, mi-anglais. La collègue donc, qui était IGL, du coup, qui était anglophone, parlait à ses mates, mais voilà, stratégie militaire, c'est cadré, c'est carré, c'est super... on va dire c'est assez trash la façon dont elle parle, parce qu'elle n'a pas le temps, quoi, elle n'a pas le temps de mettre des gants. Le nombre de fois où elle se faisait insulter sur le chat francophone en disant « Ouais, elle se prend pour qui, celle-là? Qu'est-ce qu'elle a ?» machin. La bossy bitch, quoi. C'était vraiment ça qui était de sortie. Et il y a toujours une attente, je pense, par rapport aux filles, comme quoi elles doivent accepter, être patientes, plus être douces. Et donc tout ça, au final, c'est une vision de la femme, oui, et qu'on transmet au final. C'est pareil dans une équipe mixte, quoi. On va attendre que la fille, si on la plotte, elle va devoir rigoler. Parce que c'est drôle, ça, on fait ça pour l'humour, c'est pour rire. Quand j'étais chef de guilde sur un très célèbre MMO, j'avais mis en place des sanctuaires pour que
les joueuses soient en sécurité. Et donc, il y avait des tas de règles pour pouvoir permettre ça. Et voilà, c'était un contrat très clair et je les expliquais très clairement. Et les gens qui venaient, généralement, adhéraient au truc et comprenaient bien l'intérêt. Mais j'avais tous les soirs quelqu'un qui disait « C'est quand même mieux une guilde qui est gérée par une femme. C'est quand même plus... on est mieux entouré. » Tu vois, le côté maternant, quoi. Tu vois, tout à coup, j'étais devenue la mère de 80 personnes, d'un roster complet, quoi. Ouais. Et ouais, il y a comme ça, il y a des stéréotypes autour de ça. Mais pour en revenir sur les équipes e-sport, moi, je crois qu'il y a eu des choses d'une telle violence que c'était nécessaire de démixer. Mais le problème de démixer, c'est que côté femmes, ça a été pour les renforcer entre elles, avec toute la difficulté de monter des équipes féminines financées, etc. Et de l'autre côté, les équipes masculines se sont renforcées à donf d'être entre mecs et de pouvoir se permettre d'avoir des comportements, des propos, et que ils sont seuls au monde et ils le possèdent, ce monde, quoi. Donc ils sont renforcés là-dedans aussi, quoi. Tant qu'il n'y aura pas des initiatives d'éducation simplement qui sont faites à destination spécifique des équipes non mixtes masculines, je veux dire, on aura fait que la moitié du travail, quoi. Si, ce serait déjà bien qu'il y ait autant d'équipes féminines de l'autre côté, mais je veux dire, si de l'autre côté on ne prépare pas les hommes à être en mixité non plus, on n'avancera pas. On n'avancera pas, quoi. Et là, on parle beaucoup d'e-sport parce que tu nous as posé la question, mais un de nos rêves, c'était de sensibiliser les équipes de Zerator pour les Z-Events aussi, à un moment donné. C'était... suite à des faits de violences sexistes qui avaient eu lieu sur je ne sais plus quelle année c'était, on s'était dit ce serait vraiment, vraiment chouette qu'à un moment donné, on puisse parler de sexisme et que ça fasse partie du briefing des invités du Z-Event. À un moment donné, ça passe par quoi? En fait, à un moment donné, on s'est vraiment dit... parce qu'il y avait des streamers qui avaient eu des comportements sexistes et qui s'en défendaient ensuite publiquement en disant non, pas du tout, c'était pas sexiste, c'est une de mes amies, donc c'est pas sexiste. C'est pas sexiste parce qu'elle a rigolé, c'est pas sexiste parce que moi je ne l'ai pas fait dans cette intention-là. Et donc là, on se disait, tout ça n'excuse rien, il ne change rien aux faits. Et donc on se disait, là, il y a un briefing nécessaire, il y a un moment donné, il faut reprendre le basique, quoi. C'est quoi le sexisme, comment ça s'interprète, comment ça se vit, et qu'est-ce qu'on peut y faire contre, quoi. Quels sont les comportements, un peu un b.a.-ba, quoi. Mais quand on a rencontré Zerator, il nous a souhaité bonne chance dans notre projet. Voilà, donc... Oui. Une notion aussi qui est importante dans l'e-sport, dont on n'a pas parlé aussi, c'est le côté séductrice des femmes. Donc, pour avoir suivi l'Overwatch League pendant plusieurs années, c'était un des arguments, par exemple, pour lesquels on n'engageait pas de femmes dans les équipes de l'Overwatch League. Parce que, vous comprenez bien, ça va foutre la merde dans les équipes. Déjà, au-delà d'une vision hyper hétéronormée, parce que... Il y a des gays en Overwatch League, bonne nouvelle. Mais donc, ça veut dire qu'il y avait le côté gaming house, en fait. On vit tous dans la même maison, on est entre bonhommes. Vous imaginez bien s'il y a une femme là-dedans, qui va avoir envie de se la taper, lequel est-ce qu'elle va allumer le plus. En fait, il y avait vraiment ces idées. Il y a un côté vénal, comme ça. Oui, il y avait vraiment ces stéréotypes énormes, en fait, qui reposaient sur les femmes, alors que pour la plupart, elles sont juste là pour faire leur game. Et donc, il y a aussi ce côté-là de les femmes, elles jouent aux jeux vidéo pour se montrer, pour pouvoir utiliser leur voix, utiliser tout ce qu'elles ont en tant que femmes, en fait, pour nous séduire, pour obtenir ce qu'elles veulent, manipulatrices. Mais là, des directions des équipes e-sportives, et c'est pas n'importe quelle équipe e-sportive, c'est des équipes où l'équipe qui arrive en Overwatch League, elle doit déposer 20 millions sur la table de Blizzard pour pouvoir participer. Donc, c'est pas trois gars dans une cave. Il faut se rendre compte que c'est quand même... c'est une belle cave. C'est vraiment déjà une belle cave. C'est une belle cave. Mais donc... et ces gens-là arrivent tranquillement à dire publiquement... Non, nous, on ne prend pas de femmes parce que ça fout la merde dans les équipes. Donc, déjà, rien que ça, en fait, vis-à-vis de la mixité, pour pouvoir se passer de ce stéréotype-là, on est obligé de passer par là. Et ça, c'est tout l'intérêt de la non-mixité, c'est vraiment de pouvoir se renforcer pour ensuite, comme l'a dit Asti, pour ensuite aller vers la mixité, vers des tournois mixtes, vers des ligues officielles où il n'y aura plus aucun problème d'avoir quand ils seront prêts, quand tout le monde sera prêt d'avoir une ou deux femmes dans une équipe e-sport.
Parce qu'aujourd'hui, ça pose encore problème. C'est que s'il y a une seule fille dans une équipe e-sport, fatalement, si l'équipe perd, ça va être sa faute. Ça va être des problématiques en termes de community management, de toute la communauté de fans, etc. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les youtubeurs aujourd'hui nous disent très tranquillement qu'ils invitent plus de femmes parce que ça crée des dramas. Mais bon, du coup, fatalement, s'ils invitent plus de femmes, ça va encore renforcer des dramas derrière. Donc, c'est vraiment pour pouvoir sortir en fait de tout ça que la non-mixité, elle est importante pour pouvoir aller vers l'égalité. On parlait de compétences tout à l'heure et tout ça. Un des trucs qui nous a beaucoup fait rire et qui était un peu terrible aussi, c'est quand Kayane avait montré grosse joueuse de jeux de combat et qu'elle proposait sur un salon, je ne sais plus quel type de salon, mais genre un Japan Expo, enfin cette vibe-là, elle proposait aux gens de jouer contre elle, de faire une partie contre elle, et on voyait énormément d'hommes qui perdaient, parce que je veux dire, elle est pro, quoi, hein, c'est sans surprise. Et plutôt que se dire qu'ils ont joué contre quelqu'un qui est pro et qui est super connu dans le milieu et juste être content d'avoir vécu ce moment-là, ils disaient que c'était la manette qui ne marchait pas, que c'était le jeu qui avait bugué, qu'ils n'étaient pas prêts, qu'elle avait triché. Et en fait, c'est dingue, c'est juste dingue. Ça fait penser à ces gens qui pensent qu'ils sont capables de battre Serena Williams sur le court, quoi, tu vois. Enfin, c'est juste dingue. Et c'est parce que c'est des meufs, c'est pas parce que c'est pas un autre critère qui rentre en ligne de compte, c'est vraiment ça, quoi. Imagine, tu te fais battre par une fille en jeu vidéo. Mais comment tu t'en remets en termes d'ego? C'est pas possible, quoi, tu vois. Mais de nouveau, quand on dit ça, je pense vraiment qu'on touche à un gros stéréotype qui est, comme les nanas sont censées être moins bonnes, c'est tellement ancré que les nanas sont censées être moins bonnes dans les jeux vidéo que si tu te fais battre par une meuf... Dans la vie. Oui, dans la vie, de manière générale, quoi. Mais, je veux dire, dans la cour de dans la société, dans la société en général, si tu te fais battre, mais d'autant plus dans un média qui est maîtrisé et dominé par les hommes très très visiblement, tu te fais battre par une meuf, mais... Il y a quelque chose qui se passe, t'es brisé, quoi. Enfin, je veux dire, je pense que tu ne t'en remets pas, tu perds ton job, tu t'enfermes chez toi et tu disparais de la société, quoi. Tu perds ta virilité. Ah bah oui, c'est ça. Ton pénis tombe, voilà, il faut le dire. Un autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le sexisme dans le jeu vidéo en tant que jeu vidéo, en parlant des personnages, des réactions de certains hommes par rapport à certains personnages. Je prends souvent l'exemple Horizon Forbidden West avec Aloy qui a bien pris dans la figure pour un personnage qui n'existe pas. C'est commun, ça aussi ? Extrêmement. Oui. Extrêmement commun. C'est tellement commun que les studios hésitent à développer des personnages féminins forts. On en voit plus aujourd'hui, heureusement, mais c'est des paris qui sont difficiles. Comme tu le dis, Horizon Forbidden West, donc là, avec son héroïne Aloy, c'est un exemple un peu phare, quoi, ouais, d'un personnage développé pas tant pour sexualiser son corps. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'innovant dans le jeu vidéo, encore que ça doit être normal d'avoir des personnages féminins aussi non sexualisés. Mais en dehors de ça, c'est ce que les fans en font de cette figure, ce que les joueurs en disent sur les réseaux sociaux, et puis après comment l'industrie gère ou pas la vague de bad buzz autour de ces réflexions-là. Oui, un des exemples qui pour moi est vraiment magnifique, entre guillemets, à quel point ça en est ridicule, c'est le trailer de GTA 6. Bon, GTA, ça fait 10 ans que tout le monde l'attend, le prochain qui arrive, donc fatalement le trailer, c'était quelque chose d'hyper important, et les premières infos, les premiers leaks aussi. Et lorsque l'info a été révélée qu'on allait pouvoir jouer un personnage féminin, là, ce qu'en ont fait les communautés, donc Rockstar dit juste, voilà, on va jouer un personnage féminin. Ils vont pas plus loin. Mais en fait, c'est tout ce que va en faire la communauté derrière. Donc la première chose, c'est de se dire, bon, GTA, c'est des voitures, hein, ça fait vroom vroom. Et donc du coup, c'était, oh là là, une des missions dans GTA avec votre personnage féminin, ça va être de faire un créneau, qu'est-ce que ça va être difficile. Donc la référence, des femmes ne savent pas conduire. Ensuite, on a eu l'argument de, mais comment je vais faire moi pour me représenter, pour me sentir dedans, etc. Je ne vais pas pouvoir m'identifier. Je ne peux pas m'identifier à un personnage féminin. Alors bon...
Tu peux t'identifier à un morceau de viande. Un super Meat Boy, c'est un bout de viande. Et tout le monde ou un schtroumpf, ou un petit chat. Ou un chat. Ou un chat abstrait, oui. Donc voilà, c'est vraiment des arguments idiots, archaïques, mais qui ressortent à ces moments-là. Par exemple, moi, je me rappelle de visuels sur les réseaux sociaux, de petits posts comme ça, de gens qui filment, enfin, qui montraient un lave-vaisselle rempli de manettes en disant les femmes qui jouent à GTA, voilà, parce que fatalement, les femmes, ça fait la vaisselle, c'est bien connu. Vous le voyez, le système de haut fait, là ? Ça y est, ça vous apparaît ? Oui. Et donc, en fait, on a vraiment tout comment s'en empare, en fait, la communauté. Quand on a des communautés qui, aujourd'hui, avec les IA, retravaillent le visuel des personnages pour en faire des personnages féminins qui correspondent à leur stéréotype de beauté, parce que c'est même pas universel en plus de ça, qui retravaillent tout le personnage, etc. Ça en devient aberrant. Souvent, c'est des corps minces. C'est extrêmement sexualisé, absolument pas réaliste, donc on ne doit plus avoir de côtes, pas de bassin. Pas de blanche. Oui. Parce qu'on a parlé du scandale sur Aloy et Horizon Forbidden, mais on n'a pas dit qu'est-ce qui avait été problématique. Donc pour peut-être les personnes qui nous écoutent et qui sont moins au courant, ce qui avait été problématique, c'est que le personnage a été créé pour être au plus proche réaliste. Et c'est assez bien réussi, au point que sur ses joues, quand on zoome, on voit qu'il y a un duvet, en fait, un léger duvet. En fait, si vous touchez votre propre joue, attention, il y a du duvet. C'est un truc normal, c'est un truc normal que personne ne panique. Tout va bien. Parce que nous, on est en train de regarder, on a fait un peu de duvet. J'ai la moustache en fait. On est en train de s'inquiéter. Tu te sens pas bien là, et donc en fait, on voit quand on zoome très très fort sur sa joue qu'ils ont texturé en fait sa joue de cette manière-là. Et ça, c'était impossible. C'était impossible d'imaginer que les femmes ont des poils. Enfin, voilà. Et ça. C'est le cœur d'une polémique qui a embarqué le monde vidéoludique, mais pendant des mois, et je suis pas sûre qu'on en est toujours sorti. Non, puisque voilà, récemment, on a encore comme tu disais, avec l'IA, on peut retoucher le physique à l'œil assez facilement, et donc des versions plus sexualisée, ou alors on dénonce le fait que elle est pas assez mince, elle est trop grosse. Du coup, on va dans un jeu post-apo. Ouais, c'est ça. C'est pas. Elle devrait mourir de faim. Et donc être plus désirable. Tu vois le truc ? Moi, pas trop, mais. En cas d'apocalypse, c'est ta mission principale. D'être désirable. Voilà, oui. Heureusement que Victoria's Secret a repris ses défis. Ça fait plein de filles qu'il faut garder vivantes, quoi. Tu vois. Mais donc voilà, ici, donc, dans ta question, il y avait d'une part la représentation des personnages. Après, dans le jeu vidéo, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la narration, dans les normes culturelles qu'on va induire dans son jeu. Qui tu fais coucher avec qui aussi. Oui, oui. Faut-il coucher ? Faut-il coucher ou pas coucher On peut avoir des jeux qui, sous l'humour, par exemple Super Séduceur, pour les gens qui connaissent, donc c'est un jeu vidéo qui est très drôle, non seulement, mais le principe est de draguer. On joue un dragueur, donc c'est filmé en plus de ça avec des acteurs et actrices, et c'est un jeu à choix. Et donc, en fait, c'est tourné évidemment au ridicule, sauf que qui a cette notion du ridicule ou pas du ridicule quand il y joue ? Est-ce qu'on va prendre les leçons du super séduceur comme ce qu'il faut faire ? J'espère que non, parce que vraiment, ça va être compliqué après dans la société, mais... parce que c'est pas foufou, mais voilà, c'est aussi les normes qu'on amène à travers la narration qu'on va faire du jeu. Au niveau visuel, on l'a dit, sur là, le physique d'Aloy, les différents modèles de femmes qu'on peut voir. Qu'est-ce qu'une femme ronde aussi dans les jeux vidéo ? Honnêtement, elle n'est pas du tout ronde par rapport à la réalité. Elle a des os, elle a des os, de la masse musculaire. Elle est fonctionnelle. Ça va jusque même dans le jeu en lui-même, ça va même jusque le plan en fait, la vision qu'on a du personnage. Fatalement, on voit toujours le personnage de dos. Si on baisse un tout petit peu la caméra, on va voir son beau cul plutôt que juste ses épaules. Donc, le choix de cet angle de première personne, il est important aussi pour le visuel. Qu'est-ce qu'on va voir ? Sur quoi est-ce qu'on met l'accent, du coup, pour les équipes techniques ? Donc, le stuff, l'équipement.
l'équipement. Ah oui, parce que si non seulement tu as une vision sur son joli cul qui se dandine pendant qu'il court, et Dieu sait que tu cours dans les jeux, mais qu'en plus tu peux lui mettre un string en plate pour qu'elle court encore mieux et plus vite. Et qu'elle soit protégée, évidemment. Bien sûr, contre les coups d'épée. Alors ça, c'est parfait, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble et agir sur le sexisme et dans la représentation dans les jeux vidéo, ce n'est pas juste faire différents modèles de femmes, ça en fait partie. Mais il y a aussi plein d'autres choses sur lesquelles les studios de développement peuvent agir pour un monde meilleur, espérons-le. Oui, c'est ça. Une meilleure représentativité. Dans le design, dans le gameplay, dans ce qu'on peut traduire en termes de mécanique de jeu. Ça s'immisce aussi dans la représentation des figures masculines aussi, parce qu'on parle ici de représentation des héroïnes, mais la représentation des héros est aussi pétrie de stéréotypes quant aux masculinités, et sortir vraiment du personnage du héros masculin. Je veux dire fort, intelligent, protecteur, hétérosexuel, la mâchoire carrée, cisgenre, voilà, très colérique, qui n'a pas beaucoup d'autres émotions que la colère, qui est vectrice de toutes ses actions impulsives. Il va régler ses problèmes par la violence. Tout ça, c'est vraiment un archétype. Qui doit sauver une meuf. Qui doit sauver une meuf, voilà. Ou venger sa meuf. Venger la meuf qui est morte au début, ou qui s'est fait violer. Qui se fait violer, voilà, pour sauver son honneur, etc. Donc ici, on a vraiment des archétypes de personnages masculins dont la culture du jeu vidéo doit encore se dégager, quoi. C'est un modèle de masculinité qu'on vend en somme aux garçons qui jouent aux jeux vidéo depuis ses débuts. Donc pour se dépatouiller de ça, il y a encore beaucoup à faire en termes de représentation de héros masculins plus nuancés en tout cas, et plus diversifiés aussi. Et donc que tu as des grands studios de développement de jeux qui ne vont pas se positionner aussi à un moment donné quand il y a eu les grands scandales de harcèlement sexuel chez Blizzard, pour pas les nommer, mais enfin on pourrait parler d'Ubisoft, on pourrait parler de plein d'autres studios qui ont fait pas mal de conneries. Oh ben tiens, c'est surprenant, dans un monde quasi exclusivement de mecs, ça se passe pas toujours bien. C'est fou ça. Pardon, petite parenthèse. Donc Blizzard est pris dans plein de scandales de harcèlement sexuel et il propose comme solution le contrat moral dans leur jeu où les joueurs doivent adhérer pour pouvoir aller sur le jeu, sur le fait qu'ils ne seront pas auteurs de harcèlement, etc. Mais c'est un contrat moral, en fait. C'est juste un truc à cliquer parmi les 60 pages de consentement qu'on clique tous les jours dans tous les trucs qu'on fait aujourd'hui sur Internet. Donc déjà, en quoi c'est engageant ? Et puis, ça ne se suffit pas. En fait, derrière. Qu'est-ce qui se passe quand des personnes vivent des choses qui sont inacceptables à l'intérieur d'un jeu ? Quels sont leurs recours et comment est-ce qu'ils peuvent aller vers l'éditeur du jeu pour que l'éditeur du jeu mette des choses en place ? Par exemple, quand tu jouais à Overwatch, tu nous disais qu'il y avait... je le dis ou tu le dis Sur Overwatch, par exemple, quand on signale plusieurs fois, donc déjà, il faut déjà qu'on ne soit pas toute seule à signaler le comportement. Mais du coup, la personne, elle est privée de chat vocal pendant 3 heures. Donc, en termes de punition, on est quand même sur quelque chose de costaud, quoi. C'est sûr que ça va lui remettre en question tout son comportement grâce à ça. Donc, oui, il y a aussi quelles sont les sanctions qu'on prend. Est-ce que c'est une modération de façade ou est-ce qu'il y a vraiment une envie de faire changer les comportements ? Parce que déjà, le gars, il va être report, il ne sait pas pourquoi il est report spécifiquement. Donc, ce sera peut-être sexisme, antisémitisme dans la game d'après ou troll dans la game d'après. Il ne sait pas. Celui-là, vraiment, il est... Mais il est colérique et il a tendance à avoir du mal à gérer ses émotions. En plus, il doit jouer un perso féminin. La colère, là, ouais. Il vient là pour venger sa copine. Enfin, pardon. Mais donc c'est ça, c'est vraiment quelle est la sanction qui est portée derrière, quelle est la place qui est laissée aux joueurs qui ont des comportements sexistes et toxiques souvent, de comprendre que ça en est. Parce que c'est aussi une culture qui est
valorisé, entre guillemets. Tout le monde entre potes, on est content. Hein. Oui, mais tout le monde a en tête le mème de Sardoche, là, mais c'était sûr, en fait. Et il pète son clavier, parce que le gars est pas très content de ce qui se passe dans sa game. Donc, c'est aussi induit, en fait. C'est cette façon de se comporter quand on joue aux jeux vidéo pour un mec. La rage, elle est tout à fait légitime pour un joueur. Par contre, une joueuse qui rage, c'est parti hystérique, pour le drama. Ah bah oui, c'est une hystérique. Elle sait pas se tenir, c'est clair. Ouais, elle sait pas se tenir, ou vraiment, cette fille-là, c'est pas une fille, c'est un mec. Enfin, voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui sont disproportionnées dans ce sens-là. Et on ne laisse pas la place non plus aux joueurs de comprendre les comportements sexistes. Parce que comme on le disait au tout début, le comportement sexiste de l'insulte de base, c'est pas le seul. Il y en a plein d'autres. Et pour avoir fait l'exercice de revue des hauts faits avec des joueurs, ils se rendent compte aussi de ça, j'avais jamais pensé que ça aurait pu être sexiste. Et en fait, maintenant je comprends le cheminement. Effectivement, c'est peut-être un comportement que j'ai eu, mais maintenant que je le comprends, je vais plus le reproduire. Ça, c'est tout à fait normal, ce genre de fonctionnement, mais il faut pouvoir laisser la place à ça. Ce que ne font pas les studios qui gèrent les jeux et la modération. Surtout. Il me semble aussi qu'il y a quelque chose, et quand on a des gens qui viennent nous parler dans les salons, on le voit assez bien, les gens ont l'impression que l'expérience qu'ils ont, elle est très individualisée. Et donc, ils vont nous dire c'est bon, moi j'ai fait une fois une blague... je ne suis pas sexiste parce que j'ai fait une fois une blague. Mais en fait, c'est l'effet de masse aussi. En tant que joueuse, on va recevoir cette blague-là. Retourne dans ta cuisine pour pas la citer parce que celle-là, elle est systématique. On a l'impression que c'est super drôle. Oui, elle est vraiment drôle. Mais on a l'impression que c'est un vieil exemple, mais je vous assure que pas du tout. C'est pas du tout un vieil exemple. Et donc, toi, t'es un joueur, tu vas la faire une fois, c'est rigolo, tu te marres avec tes potes qui sont là dans la game, et la meuf qui est là, c'est la 50e fois qu'elle l'entend, en fait. Et donc, il y a ce côté comme ça, redondant du même argumentaire, et alors... il peut varier, hein. Peut-être que c'est pas retourne dans ta cuisine, c'est va me faire un sandwich, quoi. Tu vois, t'es dans un thème assez proche quand même. Et donc, il y a comme ça cet effet de répétition aussi du phénomène qui va appuyer sur le truc non-stop, en fait, et qui va être répété pendant toute la partie d'après, le lendemain, la semaine suivante, pendant des années. Et donc, comment aussi se distancier de ces stéréotypes quand tu les entends tout le temps, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est clair que, évidemment, l'industrie a son rôle à jouer dans la modération, des techniques de modération qu'elle permet, dans du coup la gestion de la communauté, de comment est-ce qu'on réagit en fait à ce qui se passe dans la communauté quand on sort un truc, dans les représentations évidemment qu'on va mettre dans les jeux vidéo, le type de personnage masculin ou féminin, comment est-ce qu'on va le designer, l'imaginer, dans quelle narration on va le mettre, qu'est-ce qu'on va lui permettre de faire, et aussi dans quelle mécanique de jeu est-ce qu'on va couler notre jeu pour le rendre le plus accessible possible à tous les publics. Parce qu'il est là aussi l'enjeu, c'est de rendre le jeu vidéo accessible à tous les publics, donc y compris un public, comme on l'a dit tout à l'heure, de personnes qui ont des temps de loisirs plus morcelés. Et donc, c'est-à-dire des jeux dont la prise en main ne nécessite pas de devoir jouer 4 heures d'affilée, par exemple. Donc des jeux qui peuvent se jouer pendant de courts laps de temps, se découper, plus découper. Ou qui se jouent sur du plus long terme, mais qu'on peut mettre sur pause. Voilà, mettre sur pause. Voilà, parce qu'il y a plein de jeux où c'est pas possible, en fait. C'est ça. Et voilà, c'est pas forcément des jeux non plus faciles, mais c'est vraiment dans la mécanique, comment est-ce qu'on la pense pour qu'elle soit évidemment plus accessible en termes de temps. Donc, qui demandent en fait des jeux qui demandent un capital vidéoludique qui soit pas nécessairement énorme aussi. Donc, il nécessite, voilà, la culture jeu vidéo qu'on a, comment est-ce qu'elle va conditionner les jeux qu'on va jouer prochainement, par exemple. Ou alors que ce soit clair, que ce soit clairement dit, tiens, tel jeu, c'est pas tout le monde qui pourra se lancer dedans, que ce soit clairement dit, quoi.
Donc en somme, l'industrie a du boulot. Et quand l'industrie dit que c'est les communautés, nous, il nous semble que pas que. En fait. En fait, il y a un peu une difficulté, je pense, au niveau des entreprises. Enfin, en tout cas, au niveau des gros studios, etc. C'est que beaucoup de la remodération est gérée par IA, je pense. Et que, forcément, si tu dis « retourne à la cuisine », il n'y a pas un terme dans... Enfin, tu veux dire... Ou alors tu bannes le mot cuisine, mais du coup, ça veut dire que tu vas trigger. Tu peux plus jamais pas. Mais du coup, en fait, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que du coup, en moyen humain, ça te demande d'aller lire les logs de chaque partie quand quelqu'un y reporte. Ça demande de l'argent. Ça demande de et l'argent des ressources humaines. Ne veulent pas dépenser. Ils ne veulent pas dépenser, en effet, là-dedans. Rappelons que c'est l'industrie qui rapporte le plus de fric. Donc, c'est pas comme si c'était une industrie débutante où ils sont 4 dans un coin et où ils peuvent pas se permettre d'avoir quelqu'un qui est dédié à lire les logs. Il y a tout ce qu'il faut, en fait. Parce que si on revient, par exemple, au début de WoW, tu avais des maîtres de jeu qui étaient là, qui lisaient, qui intervenaient, qui venaient jouer avec les gens, qui faisaient des events RP avec les gens, etc. Mais ça n'existe plus. Ça n'est même plus dans... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui doivent nous écouter et m'entendre dire ça, qui doivent se dire que je suis vraiment vieille, mais oui, mais c'était vraiment vrai, quoi. Fut une époque sur LoL où il y avait le tribunal des bannis, tu lisais les logs du coup des joueurs qui étaient signalés, et en tant que joueur, tu avais le droit de dire oui ou non si tu bannais la personne, et ça partait chez 4-5 joueurs différents, et c'était le vote majoritaire qui l'emportait. Ça ne me coûtait rien, c'était bien pensé, mais voilà, c'est tombé à l'eau. Bizarre. Par contre, on a des gens sur... on a des gens sur... stand qui nous ont dit que la pratique de modération sur Twitch avait bien évolué et plutôt dans le bon sens. Mais ça, je sais pas, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais en tout cas, elles commençaient à trouver que ça... sur Twitch, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des initiatives comme Place de la Paix qui se mettent en place. Mais là, les joueuses nous parlaient de choses qui sont mises en place en termes de quand tu bannes un profil, par exemple. Avant, il suffisait que tu crées un nouveau profil, un nouveau compte et que tu te relances. Mais apparemment, elle disait que ça s'était développé de manière un peu plus... Donc, en tant qu'outils de modération qui ne sont pas que liés effectivement à une initiative de la société civile, quoi. Mais... Oui, Twitch a mis un peu de moyens, en tout cas, sur cette réflexion-là. Après, c'est pas encore ultime, parce que on voit bien que... voilà, on met un ban word, quelque part, donc un mot qui va être filtré, en fait. Imaginons, par exemple, le mot viol, qui est plutôt malheureusement récurrent sur Twitch. C'est pas vraiment un souci, parce que les gens qui ont envie de l'écrire vont l'écrire différemment. Ils vont créer un pseudo avec ce mot-là, ils vont l'écrire avec des chiffres, pour que ce soit tout à fait lisible de la même façon, avec des caractères spéciaux. En fait, le problème, c'est que pour chacun des moyens qui est mis en place, chacun des verrous qui est mis en place, derrière, il y en a certains qui arrivent à les faire sauter. Mais ça a toujours été le problème, de toute façon, de l'informatique à ce niveau-là. On protège un PC, il y a toujours quelqu'un qui arrive à le faire sauter. Mais en tout cas, il y a des initiatives qui sont mises en place. Ça commence à être pris en main par, effectivement, Twitch lui-même. Parce qu'il ne faut pas oublier, on en parlait tout à l'heure avec l'industrie, Twitch aussi, en termes de pognon, ils sont quand même pas mal. Le sub passe à 5 € d'ailleurs. Oui, super. De pouvoir commencer. Selon eux, ils sont toujours en négatif. Donc, les faux, oui. Et donc, Alors, revenons au basique. Twitch, c'est Amazon. Voilà, d'accord. Donc, voilà, personne ne va pleurer pour eux de nouveau. Et de nouveau, ils ne sont pas 4 dans une cave. Ça dépend aussi des moyens qu'ils commencent à mettre dessus. Évidemment qu'ils ne vont pas pouvoir mettre 4 modérateurs sur chacune des chaînes qui existent et qui sont payées par Twitch. Mais en tout cas, ils commencent à développer certains outils qui permettent de pouvoir aider les personnes qui sont en charge de la modération. Ça, en tout cas, de ce que je vois, les gens qui se font report les comptes, etc., pour propos sur Twitch ne sont pas spécialement plus ban. Mais par contre, au niveau de la sécurité, ils ont vraiment fait attention. Maintenant, tu as la double authentification qui est possible. Le fait aussi que quelqu'un qui rejoint ton chat n'a pas l'autorisation de parler directement, tu peux mettre un laps de temps. Donc ça évite déjà les raids haineux, etc. Forcément, si les personnes ne sont pas follow depuis plus de 20 minutes, elles ne peuvent pas parler. Donc tu ne verras pas leur message. S'ils recréent un compte et que le précédent a déjà été banni, tu as un message aussi pour les modérateurs qui disent « Attention, on soupçonne ce compte d'avoir des comportements déplacés ». Donc oui, ils font des actions qui sont vraiment chouettes. Et du coup, si eux en sont capables, pourquoi est-ce que de l'autre côté, les éditeurs de jeux n'en sont pas capables ? Parce qu'au final, on crée un compte Twitch comme on crée un compte sur une plateforme de jeux vidéo. Il n'y a pas de différence. Peut-être que ça les arrange. Peut-être. Parlons de combien ça rapporte la haine sur Internet. Mais cela dit,
C'est un vrai sujet. Hein. Dans le documentaire Sale pute, c'est pas moi, hein, c'est #salepute, et c'est vraiment intéressant à voir. À un moment donné, elle montre comment avoir du contenu haineux, donc parler de manière haineuse d'une partie de la population, quelle qu'elle soit, va augmenter le trafic sur la chaîne YouTube de la personne qui tient ces propos-là. Et donc, c'est dingue, mais effectivement, vous pouvez vous permettre d'avoir un certain niveau de haine. Alors, il ne faut pas aller trop haut, hein, parce qu'elle montre qu'à un moment donné, ça peut se casser la figure assez vite, mais on peut se permettre d'avoir un certain niveau de haine par rapport à notre cible, et ça va augmenter le trafic. Qu'est-ce que ça permet d'augmenter le trafic ? Ça fait gagner du pognon. Et donc, la haine, ça rapporte. Et donc là, du coup, ça pose beaucoup de questions aussi sur l'intérêt, par exemple, de Twitch, de modérer aussi ces comportements haineux, puisque ça rapporte du fric. De Twitch et de tout autre réseau social. Et de tout autre réseau social, bien entendu. C'est l'économie de l'attention. Oui, et malheureusement, que ce soit la haine ou le sexe, ça rapporte aussi. Donc, Twitch, il pourrait le rendre déjà beaucoup plus safe et ne pas en faire un portail, et ça va là pour YouTube d'ailleurs, vers le porno de la même manière. Je veux dire, quand on voit toutes les chaînes hot tub ou ce qu'on peut voir, tout ce qui est try on all sur YouTube, ce sont aussi des choses qui sont complètement problématiques, mais ça fait des sous. Ça fait des sous, c'est la question de la sexualisation du corps des femmes par les femmes elles-mêmes et de la réappropriation aussi. J'avais vu au tout début une vidéo de Mademoiselle où il disait tant qu'il y aura des chiens pour continuer à mettre des sous dans des subs, elles auraient bien tort de se priver en fait. La question elle est plus globale en fait vis-à-vis de ça. C'est pas l'objectif, c'est pas non plus de pointer le doigt sur les streameuses qui en font un sujet de leur stream. Là-dessus, moi, je trouve plus aberrant de voir 3000 viewers sur une chaîne où il y a une nana qui dort. Oui. Pour moi, ce qui est choquant, c'est pas le fait qu'elle stream et qu'elle dorme, parce que si elle avait 0 viewer, elle arrêterait de le faire. Hein, mettons les choses au centre aussi. Si elle n'avait pas 10 subs toutes les 10 minutes, elle le ferait plus tout ça. Il y a bien une raison pour laquelle on se montre en train de dormir. Ou toute autre chose. Si c'est dans le cadre des streams 24 heures, c'est possible qu'elle ait 3000 heures quart. Tu vois, j'essaye. Et donc là, par contre, ce qui m'étonne, c'est le nombre de viewers en fait là-dessus. Le nombre de subs, le nombre de... Ça veut dire qu'il y a des clients de nouveau. Il y a des clients. Et les meufs, parce que parfois on nous a dit oui, mais alors dans votre initiative, vous validez le fait qu'il y ait des filles qui fassent du hot tub et tout ça. En fait, on n'en a rien à foutre, elles font bien ce qu'elles veulent. C'est pas du tout là-dessus qu'on est. Si c'est le modèle qu'elles ont choisi, si elles sont heureuses de faire ça, tant mieux. Alors après, si par contre elles font ça parce qu'elles sont dépendantes financièrement, en difficulté et tout ça, ça c'est un autre sujet de débat, mais en aucun cas on a décidé pour. Oui, en aucun cas on a décidé pour elles ou pas si elles ont raison de se mettre dans un jacuzzi et de s'écrire des noms dessus sur le corps. Enfin, c'est vraiment pas notre sujet. Par contre, quand bien même elle est à poil, en aucun cas ça justifie les comportements sexistes et les insultes auxquels elles ont droit. C'est parce qu'il y a une espèce d'a priori aussi de Twitch qui reste une plateforme gamer de base, où du coup les gamers vont dire que c'est un contenu qui n'a rien à faire là. Et qu'elle va piquer du coup des viewers à un bon Twitcher, un bon streamer qui est en train de streamer sa run. Et donc, il y a un côté, encore une fois, de légitimité de la place en fait, de la femme là-dedans, mais du coup, qui est plus lié alors à son contenu, alors que on sait très bien que le gars qui va aller regarder la nana dans son hot tub n'est pas le gars qui va aller regarder une run sur Isaac, quoi. Donc, mais peut-être, il va peut-être regarder la run sur Isaac, et il va peut-être aller regarder le truc sur le hot tub. Et c'est moins lié à son contenu qu'aux attentes que la société a vis-à-vis d'elle, et aux attentes que les viewers ont. C'est ça, parce que les filles qui sont sur Twitch pour montrer du contenu jeux vidéo pur et dur, elles nous le disent aussi. Elles nous disent, moi je me suis fait remballer parce que j'étais pas assez nue, moi je me suis fait remballer parce que j'étais pas assez décolletée, moi on m'a dit que j'étais pas assez compétente parce que je suis une meuf. Le nombre de nanas qui viennent nous dire que j'ose pas me lancer dans le stream parce que on va me dire ceci, on va me dire cela, parce que je suis pas sûre de la tenue qu'il faut que je porte ou quoi, enfin... Ouais, ça provient que le débat n'est pas là, en fait. Elles savent très très bien que si le contenu qu'elles produisaient était stricto sensu le même que les mecs qui font que du stream jeux vidéo, elles ne seraient absolument pas traitées de la même manière quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'il y a des choix d'initiatives comme Streamer, par exemple, qui vont aller soutenir des streameuses pour qu'elles osent se lancer dans cette pratique-là.
Je les ai reçus ici, streamers. Alors, elles n'ont pas eu de bol, hein, parce qu'elles sont tombées le jour où mon PC a cramé, ce qui fait qu'il n'y avait que l'audio. Sérieux, le PC du studio a cramé ce jour-là. Pas de bol, donc... elles n'ont eu que l'audio, mais je les ai reçus, oui. Chloé et Daria qui a quitté le collectif. Mais oui, là-dessus, sur la place de ces streams-là sur Twitch... Charmaine, tu disais que ça criait oh mon Dieu, c'est pas du contenu gaming. C'est l'argument qu'on utilise quand on veut bien. Oui, parce que les gens qui font du puzzle... Du puzzle, de la musique, des arts créatifs. Même de l'IRL au final. Oui, du vlog en boucle ou du React. Donc voilà, c'est une culture qui s'ouvre aussi à des nouveautés. Donc là-dessus, c'est vraiment... C'est là qu'on voit que c'est vraiment du sexisme, en fait, et que c'est vraiment une cible spécifique, parce que, je veux dire, quand c'est un batteur, un guitariste, on ne hurle pas au fait qu'il ne fasse pas du gaming. Donc c'est vraiment ciblé. Et pour moi, tant qu'il y aura du public pour regarder ça, tant que, et ça c'est une précaution qui est vraiment importante, tant que la streameuse qui fait ce genre de stream est libre de le faire, que c'est son choix et sa volonté, et qu'elle est confortable avec ça, moi on n'y voit en tout cas aucun inconvénient. C'est vraiment... c'est une plateforme d'expression, et donc fatalement que la sexualisation en fait partie, ça fait partie de la société, donc fatalement que ça fait partie aussi de Twitch. Après, il y a des règles, hein, Twitch. Oui, mais tu vois, ma critique, elle est plutôt dans le sens où certaines, quoique certains aussi, puisque ça se fait des deux côtés, s'en servent comme tremplin pour aller après sur des sites plus spécialisés avec des paywalls comme Mime, comme OnlyFans et compagnie, et vers du porno. Et c'est là que moi, j'ai un réel problème avec ça. Et je ne sais pas qui je dois fustiger. Est-ce que c'est la fille? Est-ce que c'est Twitch? Est-ce que c'est les viewers? Est-ce que c'est tout le monde dans cette histoire? C'est là que je trouve ça plus problématique. Plus que le fait que ce soit là, ou que ces filles font ce qu'elles veulent de leur corps. Ça, c'est leur droit le plus total. C'est juste que c'est ouvert à tout le monde, en fait. Et là, je trouve ça plus problématique. Là, tu poses la question de la modération sur Twitch, par Twitch lui-même, en fait. Mais je veux dire, quand tu as des joueurs qui font du stream et qui vendent des objets à l'effigie de leur entreprise avec laquelle ils streament parce qu'ils ont monté leur propre boîte, finalement, tu es quand même sur des gens qui... Tu as de l'incitation à l'achat, etc. Les sponsors et Shadow Legends pour des jeux qui sont avec des gachas où les gens peuvent dépenser des sommes folles. Enfin, moi, j'aurais plus de problèmes avec ça qu'avec un contenu porn. Pourquoi ? Les microtransactions. Mais parce qu'au final, le porn, si les gens veulent trouver du porn, ils en trouvent. Tout le monde a Internet, tout le monde a un smartphone. Les enfants ont aussi. Tu tapes pornographie aujourd'hui, tu as les principaux sites qui sortent. Enfin, tu ne peux pas... Et puis, c'est même à partir du moment où Twitch, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire qu'ils ont mis une restriction de 18 ans sur le contenu. Voilà, je pense que personne n'a jamais mis non à avez-vous moins de 18 ans si vous voulez voir ce genre de choses. Ouh là là, j'ose pas. Je suis là par erreur. Voilà, désolée, je vais J'ai tapé pornographie par erreur. Moi, je vois pas... Parce que ça reste soft, il y a un chat, il y a quand même, soft, voilà, on s'entend, c'est quand même explicite, mais il y a quand même un chat à côté, il y a quand même de la modération qui est faite, donc c'est-à-dire que même s'il y a des propos qui sont tenus, qui sont ultra vulgaires et vont être supprimés dans l'instant T, et oui, ok, c'est une porte d'entrée forcément pour ces nanas-là qui font du contenu après à d'autres, sur d'autres plateformes, mais qui sont autant payants, mais... Ils auront du contenu gratuit aussi sur d'autres plateformes s'ils veulent vraiment trouver. Donc moi, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait ça sur Twitch. Oui, et puis alors là, en plus, on est en train de fustiger des meufs qui prennent pouvoir sur l'hypersexualisation sur leur corps. Mais on pourrait parler aussi de toutes ces streameuses qui subissent des vidéos avec des parties de leur corps pour lesquelles elles n'ont pas consenti et qui est quand même hyper diffusée. Des meufs qui ont leurs pieds qui sont sur Wikifeet alors qu'elles ne savent même pas pourquoi. Et où là, en fait, elles n'ont pas pouvoir sur l'image et sur la sexualisation de leur corps. Et donc, quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train d'en vouloir aux nanas qui reprennent possession sur des trucs que de toute façon elles ont de fortes chances de vivre. Enfin, je veux dire, il y a plein de streameuses qui ont mis en avant tous les montages pornographiques avec leur tête dessus. Les deep nude, oui. Qui sont extrêmement faciles à faire à présent avec le développement des IA génératives d'images. Oui, c'est assez violent.
Et là, elles n'ont aucun pouvoir sur ça. Et en plus, pour être terre à terre et très capitaliste, mais elles n'en retirent en plus aucun bénéfice, quoi. Tandis que derrière, on va se permettre de fustiger des nanas qui savent que de toute façon, si elles font du contenu, on va utiliser leur corps et leur visage à des fins pour en faire du profit ou des images de cul, et elles le font d'elles-mêmes. Elles ont bien raison. Enfin, si elles en tirent quelque chose et si elles sont d'accord de nouveau et qu'elles sont heureuses de la situation, etc., grand bien leur fasse. En aucun cas, nous, on viendrait les juger là-dessus. Il y a une production plus éthique qui passe par ces nouveaux canaux-là. Hein, donc, Mais ma critique va plutôt vers l'endroit où ça se fait plutôt que... Il y a encore critique, entre guillemets. C'est une déformation professionnelle. Ouais. Je travaille avec des jeunes et ils arrivent à m'aiguiller sur tous les endroits les plus sombres de YouTube, par exemple, que je n'aurais jamais trouvé par moi-même. Oui, mais là, tu parles de YouTube, tu vois. Oui. Et d'un autre côté, si c'était pas Twitch, c'est quoi? C'est Insta. Ils les cherchent aussi. Hein, mais de toute façon, ils les cherchent. Ils arrivent à arriver sur le dark web. Enfin, je connais des enfants de 12 ans qui sont sur le dark web. Les parents ne sont pas au courant. Ils pourraient acheter des armes. Enfin, ils voient des choses. À savoir que le simple fait de s'y connecter en Belgique est punissable par la loi. Oui. Oui, et en même temps, tu vois l'algorithme de TikTok. Si tu commences à regarder certains contenus, l'algorithme va te proposer de plus en plus ces contenus-là. Tu peux vraiment creuser dans les bas-fonds de l'algorithme. Et tu ne fais rien de mal. Tu ne fais que consommer le contenu que TikTok te propose et qui va associer à tes goûts, etc., etc. Et donc, si tu commences à regarder des images de cul et de trucs hyper violents, etc., tu vas avoir de plus en plus des images de ce type-là. Hein, pour parler un peu crûment et basiquement, c'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Et ça, c'est complètement accepté et légalisé, quoi. Et puis pour moi, il y a deux choses en fait, dans cette question-là. C'est qu'il y a la protection de l'enfance, c'est ça qui est un domaine hyper important. Et alors après, il y a les canaux de communication. En ce qui concerne la protection de l'enfance, évidemment qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle image devant des enfants, mais comme on ne peut pas leur mettre des images pornographiques ou comme des images d'extrême violence. Donc là-dessus, je pense que c'est une préoccupation qui doit être plus globale de toutes les personnes qui côtoient ces enfants, ces adolescents. C'est un enjeu éducatif, oui. Oui, c'est un enjeu éducatif. Donc les familles, tous les encadrants, aller poser des questions à des éducateurs dans des écoles, de voir s'ils connaissent les plus profonds... les streams, comme on en a parlé tout à l'heure, hein, des streams avec des nanas qui dorment. Est-ce que les éducs qui s'occupent d'ados sont au courant que ça existe? Est-ce qu'ils connaissent les codes d'âge sur les jeux vidéo? Oui. Rien que ça. La réponse est non. Oui, on sait. Et donc, là, il y a l'enjeu éducatif. Et moi, je pense que c'est pas parce qu'il y a un enjeu éducatif que tout le reste à côté, on doit mettre une grosse croix dessus. Pour moi, ça se joue ailleurs. Le fait que Twitch soit une porte d'entrée vers OnlyFans et ce genre de sites, en fait, il l'est au même titre que les Instagram, que les Snapchat, que sont les réseaux sociaux. Twitter aussi, il y a des Twitter. Des Discord. Franchement, si vous n'avez pas un Discord qui est hyper bien sécurisé, normalement, vous avez toutes les semaines une invitation pour un Discord de boobs. Hein, donc, on ne voit que ça sur l'image du Discord. Hein, c'est une paire de boobs. Et donc, rejoins mon Discord. Donc, en fait, voilà, Mais par contre, il y a des enjeux par rapport à ça. Il y a des enjeux sur comment est-ce que les filles, elles se font recruter pour ce genre de choses. Comment les managers de modèles MyOnlyFans aujourd'hui, comment est-ce qu'ils recrutent, comment est-ce qu'ils les exploitent, comment est-ce que quand ils aident, entre guillemets, une fille à lancer son compte sur OnlyFans, ce sont eux qui gardent les codes d'accès du OnlyFans. Donc la fille, en fait, elle n'a rien. Elle leur envoie à eux 4 photos par semaine et c'est eux qui les travaillent pour les mettre sur le site. Donc, et là, ça devient de l'exploitation. D'exploitation de proxénétisme. Donc, il y a d'autres enjeux en fait, plus importants cachés derrière que juste l'accès au porno, et ce qui, pour moi, est plus sur un enjeu éducatif qu'autre chose. Alors, on a pas mal dévié. Oui, c'est ça. Sur la pornographie. Jeux vidéo. Après, tu vas avoir des gens qui vont dire, donc en fait, le jeu vidéo, c'est le porno, ok. Sur Twitch, quoi. Des boules. Donc, elle parle de cul. Mais pas que, on parle de barbecue aussi. Non, mais vu que les deux mondes sont liés, ça se tient encore. Alors,
2 choses encore à vous demander, et après je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. On est déjà un peu plus d'1h30, donc... Ah oui, quand même. Bah nous, tu nous lances, hein, c'est pas notre faute. Hein. Bien sûr que non, c'est avec grand plaisir. La première, assez simple, où est-ce qu'on vous retrouve? Partout, voilà. Sur PayPal, tout à fait. Sur OnlyFans. Non, pardon, non. Donc non, pas du tout. C'était vraiment, ce serait drôle. On pourrait faire un compte OnlyFans pour Bossy Witch. On a une mascotte qui s'appelle Bossy Witch. C'est un petit personnage comme ça. Un peu trollesque. Un peu trollesque. Oui. On est sur les principaux réseaux sociaux. Donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur X. Tu vois, ça parle de cul quand même à la fin. Tu vois, tu n'en peux rien, quoi. Hein. On est aussi sur Facebook, comme on l'a dit. On va bientôt sortir un Discord communautaire. Il n'est pas encore tout à fait prêt, mais ça arrive, c'est dans les bacs. On est bien entendu sur Internet, witchgames.be.com. Tous. YouTube. Les 2 fonctionnent. Ah oui, les 2. Comment ça s'écrit Witch Games? C'est Witch comme sorcière et c'est Games avec un Z à la fin et pas un S tout accroché. Comme sur l'image ici. Sinon, on est souvent dans des salons. On a fait plein de fois la Medinasia. On est régulièrement à Troll et Légendes. On a été au Zine Game Festival. Ou dans les tables rondes politiques pour aller mettre... Mais par exemple, pour aller mettre le SBE partout. On aime bien faire ça. Et sinon, par mail, contact@witchgames.com. Et on répond toujours aux mails. Et sur notre site internet, vous avez aussi un formulaire de contact. Si vous ne vous souvenez pas de notre mail, pour pouvoir discuter avec nous, c'est possible aussi. Laissez-nous votre mail en retour, histoire qu'on puisse vous répondre. Mais maintenant, c'est obligatoire. Oui, donc sur notre site, il y a aussi notre blog où on publie de temps en temps des analyses et des outils éducatifs qu'on développe aussi par ailleurs. Notamment, on a une exposition itinérante qui illustre certains de nos hauts faits de vécu sexiste dans les jeux vidéo. Et donc voilà, cette exposition itinérante, autoportante, peut être louée si vous avez un espace pour l'accueillir. Et on offre aussi parfois des services de consultance. Enfin, on les offre des pas. conférences. Bon, ça fait partie de notre offre rémunérée. Voilà. Alors, toute dernière question, et ça c'est la question traditionnelle que je pose à toutes les personnes qui sont passées par ce studio. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Alors, on a un plan très clair. En 385 étapes, qui finit par une maison en Ardèche, et des chats, et des bébés chèvres, naines. Mais avant d'en arriver là, ce serait d'arriver à trouver un financement structurel pour notre association, pour pouvoir engager des gens sur du long terme. On a eu l'occasion d'avoir une personne qui a travaillé pour nous pendant 1 an sur un financement, et on a vu la différence en fait, puisque nous sommes toutes bénévoles à l'intérieur de la structure, toutes et tous. Et donc ce serait d'avoir du financement structurel pour avoir un lieu physique, acheter du matériel et pouvoir engager des travailleurs et travailleuses pour soutenir le projet et l'amener plus loin que ce qu'on peut faire sur notre temps libre, comme on le fait aujourd'hui. Mais ça, c'est... Peut-être que vous voyez d'autres choses. Une série Netflix. Oui, bon, mais ça fait partie de l'étape 286. Oui, le nerf de la guerre, malheureusement, aujourd'hui, c'est le financement. On n'est pas les seuls. Donc, et le contexte politique ne va pas aider à développer l'associatif tout de suite, en tout cas. Mais voilà, vraiment des sous pour que des personnes, des sous stables, structurels, vraiment, pas même si c'est très gentil, on accepte avec plaisir. Enfin, ça dépend. Si c'est 1 million d'euros d'un coup, oui, ça va, on s'en sort. Voilà, on aimerait pouvoir vraiment financer l'engagement de plusieurs personnes pour bosser sur le projet. On voit déjà les répercussions, rien que nous, en tant bénévoles. Mais alors, si jamais on a une petite équipe, après, bon, on veut bien 8 équivalents temps plein. On veut bien une grande équipe aussi, mais si des gens pouvaient commencer par une petite équipe, ce serait vraiment... Et il y a du boulot, donc voilà, c'est pas le boulot. Oui, on reçoit plein de sollicitations auxquelles on n'a pas les moyens de répondre parce qu'en fait, on bosse dans la vie civile, quoi. Oui, toutes ces écoles, toutes ces associations qui demandent à faire des choses avec nous. En journée, ça devient un peu compliqué. Du coup, on aurait bien besoin de financement et de personnes à engager là-dessus. Oui.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu. Merci infiniment de nous avoir invités. On se dit à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.